Bonjour à tous et merci d'être parmi nous ce midi pour cette table ronde pour parler d'une mobilité plus sobre. Je suis entouré des meilleurs entrepreneurs sur le sujet. Julien Honard, CEO et fondateur de Klaxit, Thibaut Chassagne, CEO et fondateur de Virtuo et Frédéric Renaudot, CEO et fondateur de Zplug. Et avant de commencer ce débat qui va être passionnant, on va faire un petit tour d'horizon rapide, rappeler quelques éléments de contexte sur la mobilité du futur. Et puis après, on pourra entrer dans le vif du sujet. C'est parti. Alors quand on parle de mobilité plus sobre, quelques éléments de contexte. Le premier, et ce que les gens ne savent pas forcément, c'est qu'en fait, 80% de nos déplacements se font en voiture. C'est le cas aujourd'hui, c'était le cas hier, et en fait c'est le cas depuis 30 ans. Ça n'a pas bougé, malgré le développement du transport en commun, malgré le développement du vélo. Et ces voitures, elles ont pris du poids, elles sont de plus en plus lourdes, plus 500 kg en 50 ans, 10 kg par an, et elles sont de plus en plus vides. Quand on est en Île-de-France, 1,06 personnes par voiture pour aller au travail. Et le problème, c'est que ces voitures qu'on n'utilise que 5% du temps, 95% du temps, elles sont arrêtées, c'est qu'elles roulent pour 95% d'entre elles au pétrole. Et donc, quand on va essayer de concevoir cette mobilité plus sobre, nous avons 7 défis majeurs à prendre en compte. 2 défis globaux que vous connaissez tous, les émissions de CO2, l'épuisement des énergies fossiles. 3 défis locaux, la pollution, les bouchons et le stationnement. Et 2 défis éco, l'emploi et la balance commerciale, dont on parle souvent beaucoup moins et dont je vais un peu vous parler. Typiquement, la mobilité de demain, il faudra qu'elle soulage notre déficit commercial. Déficit qui avait battu un record l'an dernier à 100 milliards d'euros et en 2022, nous serons à 150 milliards d'euros. Donc si nous achetons des voitures électriques fabriquées en Chine avec des batteries électriques fabriquées en Chine, l'impact sur la balance commerciale sera nul. Il faudra aussi qu'elle crée des emplois et qu'elle puisse réduire notre empreinte carbone, puisque depuis 20 ans, nous avons délocalisé les usines qui fabriquaient avec de l'électricité nucléaire pour les mettre dans des pays où nous fabriquons avec du charbon. Alors quand on regarde la mobilité urbaine, on peut se poser la question de savoir si la voiture individuelle est-elle vraiment la mobilité du futur. Parmi nos invités, nous sommes 2 à être venus en vélo, presque 3, malgré les conditions atmosphériques. Et c'est vrai qu'en ville, le vélo, comme on peut le voir, peut être une bonne alternative électrique pour les plus fainéants, éventuellement, dont je fais partie. Et puis, quand on sort de la ville et qu'on voit, alors là, je vais vous le traduire, c'est écrit en anglais, mais je vais le traduire en langage parisien. Si tous ces connards avaient pris le bus, je serais chez moi depuis longtemps. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de voir le matin et le soir toutes ces voitures vides avec une seule personne. Alors comment aller vers une mobilité plus sobre? La voiture électrique, à condition que ce ne soit pas un tank, bien évidemment, des véhicules plus petits, et le vélo fait clairement partie des solutions quand on a une infrastructure, c'est-à-dire des pistes cyclables et qu'on peut se garer, chez soi et au travail. Et puis bien sûr, plus de personnes par voiture, et on va en parler aussi, moins de voiture. Alors quand on parle de la voiture électrique, c'est vrai qu'il y a un frein dont on va pouvoir parler avec Frédéric de Zplug, c'est qu'aujourd'hui en ville, c'est pas forcément évident d'avoir une place de parking. À 28% des gens à Paris qui ont une place de parking. C'est vrai qu'à Paris, on a moins besoin de sa voiture, mais une fois qu'on a une place de parking, il faut pouvoir la charger. Et quand on habite en copropriété, c'est compliqué et on a encore beaucoup de freins dont on parlera dans un instant. Alors, on n'a pas fait exprès, mais il se trouve que cette table ronde sur une mobilité plus sobre se tombe le jour où nous avons 30% de nos stations-service qui sont à court de un ou plusieurs carburants. Et c'est vrai qu'on verra dans quelle mesure les prix élevés et les pénuries éventuelles de carburant peuvent être un accélérateur à une mobilité plus sobre. Voilà, j'en ai terminé pour ce petit tour d'horizon. On vient de le voir, 80% des trajets des Français qui sont faits avec une voiture utilisée 5% du temps. J'aime bien toujours calculer un taux d'utilisation. La voiture, 5% du temps. Une personne dans la voiture, 20% d'utilisation. 5% fois 20%. 1% d'utilisation de cette infrastructure.
malgré... et donc, est-ce qu'on peut faire plus efficace alors que nous sommes dans un contexte probablement durable de contraintes sur l'approvisionnement, notamment en énergie. Alors, on va commencer avec Thibaut Chassagne. Thibaut, merci d'être là. Thibaut, tu es le président et fondateur de Virtuo. Est-ce que tu peux te présenter succinctement? Bien sûr. Président et cofondateur d'ailleurs, parce qu'on est deux fondateurs chez Virtuo. Moi, j'ai 37 ans, toujours été entrepreneur. D'abord dans l'automobile, puis dans la mobilité. Donc on a fondé Virtuo en 2016. Virtuo, on aime bien se définir comme un service de la voiture à la demande, propulsé par la technologie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Virtuo, c'est une app qui permet de louer une voiture hyper simplement, avec une technologie qui permet d'ouvrir sa voiture avec son smartphone. La technologie, c'est aussi la possibilité de se faire livrer la voiture à son domicile ou à son bureau. Et nous, dans ce contexte global de changement de la mobilité, on essaye de mettre notre petite pierre à l'édifice en étant la voiture à la demande de ceux qui n'en ont pas. Donc le gros de nos clients, ce sont des gens qui sont démotorisés, ils habitent dans des grandes villes, que ce soit Paris, Londres, Madrid, Milan, et ils utilisent la voiture de manière occasionnelle, pour partir en week-end, pour partir en vacances ou pour un déplacement professionnel. Parce que nous, on a la conviction qu'en ville, la voiture, c'est pas le bon mode de déplacement, pour toutes les raisons que tu as présentées. Néanmoins, elle est incontournable dès lors qu'on a besoin de faire des trajets longs. Enfin, les trajets longue distance, pour les statistiques, c'est 76% en voiture, donc c'est proche des 80% dont tu as parlé. Le reste étant le train et l'avion. Parfois, c'est du complément aussi d'un autre moyen de transport, quand on part en train et qu'on a besoin de louer une voiture. Donc nous, voilà, on fait ça, et on pense qu'en simplifiant, grâce à la technologie et à la location de voiture, on va aussi aider de plus en plus de citadins, de résidents de grandes métropoles, à se démotoriser, parce qu'ils n'auront plus besoin de posséder une voiture pour l'utiliser 1% ou 5% du temps. Et ils vont consommer une multitude de services, c'est la multimodalité, grâce à différents services dont on va parler, et grâce à leur smartphone aussi principalement. Voilà notre vision. Aujourd'hui, Virtuo, vous êtes présent en France. Vous avez existé depuis combien de temps? Donc on a lancé il y a 6 ans, un peu plus de 6 ans maintenant, et on est présent dans 6 pays, 30 villes et 100 ce qu'on appelle stations. Virtuo, c'est un point de location. Ok. Et aujourd'hui, quand on regarde, vous avez des exemples concrets de personnes qui utilisent Virtuo, qui ont rendu leur voiture, qui ont vendu leur voiture. Dans quelle manière est-ce que vous avez quantifié un peu l'impact sur une mobilité plus sobre avec Virtuo? Souvent, la démotorisation, c'est multifactoriel quand même. J'aurais pas la prétention de dire que grâce à Virtuo, j'ai des millions de personnes qui n'ont plus besoin de leur voiture. C'est souvent lié à... Je déménage dans un endroit qui est mieux couvert par un certain nombre de services. Nous, un cas de figure qu'on a beaucoup, c'est j'ai changé de job, j'ai plus de voiture de fonction. Et donc, j'ai pas envie d'en acheter une, ça ça très cher, et puis je vis dans un endroit où c'est vraiment pas pratique d'avoir une voiture. Et après, nous, on a toute la nouvelle génération quand même, qui a 22, 23, 25, 26, et qui n'est pas passée par la case « j'ai une voiture ». Donc ça, c'est aussi intéressant, c'est je consomme ma mobilité en voiture très différent. Je pense que la génération des gens qui ont après 40 ans, ou entre 40 et 50 ans, c'était j'ai mon permis, j'ai besoin d'acheter une voiture. Et moi, je vois toute une génération de gens qui ne pensent pas en acheter une, mais qui veulent la consommer à la demande, en louant uniquement. Quand on loue une voiture, ce qui est souvent un peu ennuyeux, difficile, c'est d'aller dans l'agence de location, d'attendre un quart d'heure, une demi-heure que la personne avant vous aille chercher son chèque parce que sa carte bleue ne fonctionne pas. Vous déposez la voiture chez les gens, c'est ça ? Alors on fait deux choses. Donc, évidemment, c'est ça le gros problème de la location de voiture. Hein. C'est les frictions liées à la remise des clés, l'attente au comptoir, les horaires d'ouverture souvent, hein, dans une ville comme Paris, pour les raisons qu'on connaît, mais la plupart des agences de location de voiture sont fermées le dimanche et les gens ils rentrent souvent le week-end le dimanche soir. Donc c'est quand même un gros problème. Donc c'est cette friction de remise des clés, donc c'est pour ça que nous on a mis de la technologie et on a créé cette technologie qui permet d'ouvrir sa voiture avec son smartphone, donc plus de remise des clés. Après il y a d'autres sujets, mais on n'a jamais la voiture qu'on veut, enfin le modèle qu'on pense, là il y a beaucoup d'opacité là-dessus. Et après on a aussi une industrie qui souffre un peu d'opacité sur tout ce qui est frais supplémentaires, des choses qu'on essaie de vous vendre au comptoir quand vous arrivez. Donc tout ça, ça a créé... ça fait que c'est pas une industrie qui est adorée par les clients, soyons clairs, c'était une opportunité pour nous. Et une fois de plus, on pense qu'en la simplifiant radicalement, cette expérience de location de voiture, eh ben on crée un marché énorme, on ouvre un marché énorme pour tous les gens qui n'ont plus de voiture et qui n'en auront plus demain.
et qui veulent consommer de manière occasionnelle, qui veulent avoir accès à une voiture de manière occasionnelle simplement. Alors on sait que quand on a une voiture, ça coûte cher une voiture. L'ordre de grandeur, c'est à peu près 5 000 € par an. Et c'est vrai que quand on a une voiture, comme ça coûte cher, ben on a envie de beaucoup l'utiliser, de rouler plus. Aujourd'hui, finalement, Virtuo, je décide de vendre ma voiture, je l'utilise plus, je ne fonctionne qu'avec Virtuo le week-end pour partir en vacances. Ça coûte combien ? Alors déjà une voiture, 5000 c'est en moyenne en France, quand on vit dans une grande métropole, c'est plutôt 7500 dans les calculs qu'on a fait, tout simplement parce que le coût du parking est souvent plus élevé, le coût du parking et de l'assurance. Un week-end en Virtuo, ça coûte entre 120 et 250 € en fonction de la voiture. Donc en fait avec 7500 €, il y a moyen d'en faire un paquet de ces week-ends. Après il faut voir que ce budget il se ventile aussi avec d'autres acteurs, hein. Ça peut être la location de vélos partagés, évidemment l'utilisation de services de taxi, de VTC, etc. Donc il y a la place dans un budget pour faire passer plein d'autres services de mobilité. Et nous on a coutume de dire que quand vous utilisez la voiture moins de 100 fois par an, ça vaut plus le coup de l'avoir. En tout cas avec 100 fois par an, c'est-à-dire y compris un week-end, c'est une fois ? Oui. D'accord. Entre 60 et 100 fois par an en fonction du coût du parking, c'est surtout ça qui fait bouger le coût mais ça vaut plus le coup d'avoir sa propre voiture. Et en réalité à Paris, j'ai plus la stat exactement en tête, mais je crois que c'est 75% des voitures qui bougent moins d'une fois par mois. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui ont une voiture, qui probablement dort 95% du temps sur le parking, qui se déplacent comme nous, en vélo ou en transport en commun quand il pleut. Quel est l'impact, je vends ma voiture sur mon usage de l'automobile? Ça fait quoi? Ça fait je l'utilise 2 fois moins, j'utilise 3 fois moins, 4 fois moins? C'est clair que quand on achète une voiture, moi j'aime bien l'image du décathlète. La voiture, elle sert à faire des tas de choses. D'ailleurs, c'est une des explications pour la prise de poids et le succès des SUV. Alors il y a le marketing, il y a ce qu'on représente dans un SUV, mais il y a aussi l'idée de se dire, tiens, on ne sait jamais, un jour j'aurai peut-être besoin de traverser une rivière. Et marginalement, ça me coûte pas beaucoup plus cher en fait d'avoir cette capacité à traverser une rivière. Et en fin de compte, je suis dans les bouchons avec ma capacité à traverser la rivière dans mon gros tank toute la journée. Mais c'est comme le modèle, c'est celui-là, le modèle des constructeurs aujourd'hui. Et quand on achète une voiture, on a déjà payé tous ces trajets futurs. Le coût du trajet marginal est très faible. Et donc ça crée une forte incentive à utiliser la voiture. On n'est pas aux États-Unis où les gens font 100 mètres dans leur voiture, etc. Mais globalement, quand on n'a plus de voiture, très naturellement, on se met à consommer d'autres modes de déplacement. Et ceux-là sont, dans 100% des cas, plus vertueux. Et donc on retrouve transport en commun, mobilité douce, etc. etc. Donc c'est aussi, voilà, c'est important. Il faut l'attaquer par tous les bouts. Meilleur réseau de transport en commun, c'est fondamental. Plus d'accès à des services de mobilité douce. Et ensuite, la démotorisation, et là on se retrouve dans des schémas où on est beaucoup plus sobre. Pour revenir Alors tu parlais des États-Unis, c'est vrai que les États-Unis c'est très différent parce qu'ils sont beaucoup plus grands, ils ont beaucoup moins de transports en commun, ils sont beaucoup plus dépendants de la voiture. Moi je me souviens il y a 20 ans j'étais aux États-Unis et pour faire un long trajet, ils avaient pris leur voiture, ils l'avaient déposée chez le loueur et ils avaient loué une voiture pour le long trajet, donc vraiment des habitudes de consommation très différentes. Vous, Virtuo, vous êtes dans plusieurs pays, notamment au Royaume-Uni. Est-ce que vous avez vu des différences de consommation, de mobilité, de comportement, et de quoi ça dépend? En Europe, je dirais qu'il y a quand même une certaine homogénéité. Ce qu'on voit, c'est de la saisonnalité qui est un peu différente. Donc on est dans les pays du sud de l'Europe, et je mets la moitié de la France dedans, on a une saisonnalité très forte avec un besoin de déplacement qui grossit avec l'été, alors qu'au UK c'est plus stable tout au long de l'année. On a des différences de trajet, les gens ils conduisent pas mal aux États-Unis. Au UK ils font plus de kilomètres, et sans doute aussi que le réseau de train est moins bon. Après franchement c'est plutôt homogène. Nous les durées moyennes de location, les kilomètres parcourus, etc., on reste dans un range assez serré d'un pays à l'autre. Comment ça se passe en ce moment? Depuis quelques semaines, on commence à avoir de moins en moins de carburant. Moi, j'ai essayé de faire le plein de ma voiture, c'est impossible. J'avais pas envie de faire 3 heures de minuit à 3 heures du matin. Comment ça se passe pour faire le plein de vos voitures? Et est-ce que les gens qui n'ont plus de carburant viennent chez vous? Comment ça se passe? C'est la galère déjà, hein, soyons clairs. Nous, nos opérations, effectivement, il y a 20% de nos clients qui rendent les voitures, quand c'est des voitures thermiques, avec pas le plein, donc il faut refaire le plein. Donc vous pouvez imaginer la galère en ce moment.
Après, ouais, curieusement, on pourrait imaginer que la demande baisse du fait de cette crise. Et comme je dis, bon, je ne vais pas me déplacer, je vais pas louer une voiture pour partir en week-end en ce moment alors que c'est la guerre pour faire le plein. Mais on a plutôt des bons chiffres la semaine dernière et ce week-end-là qui s'annoncent même très bon. Donc on pense qu'il y a un effet de substitution et peut-être des gens qui se disent j'ai plus de carburant dans ma voiture, je vais devoir en louer une autre. Je n'ai pas de réponse précise. Pour être peut-être qu'ils vont se rendre compte que finalement leur voiture, ils peuvent s'en passer et puis qu'ils pourront prendre Après, la demande de la flotte électrique n'a jamais été aussi haute, ça je peux vous le confirmer. On était sold out sur les voitures électriques beaucoup plus vite que d'habitude. Donc je rappelle que si on veut louer des voitures électriques chez Virtuo, on peut louer des Tesla, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc vous avez quoi, des Tesla? Tesla 3, Y et Kona électrique aussi. Ce qui est toujours une bonne façon d'essayer la mobilité électrique, puisque tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas exactement se rendre compte de l'intérêt, notamment du silence qu'on peut avoir quand on conduit une voiture électrique. Si on prend un peu de hauteur et qu'on se projette, 2030, c'est quoi ta vision de la mobilité du futur, peut-être urbaine, longue distance en 2030, et donc quel est le rôle de Virtuo pour y arriver? Bon, moi je vois trois choses. Je vois une baisse qui continue du taux de car ownership, le taux de possession automobile dans les grandes métropoles. La pente elle se poursuit, donc moins de voitures personnelles dans les grandes villes, et donc le développement de services de véhicules à la demande, comme c'est le cas de Virtuo et plein d'autres. Deux, évidemment une électrification massive du parc, et donc aussi des batteries avec un range un peu plus grand, parce que je pense qu'une infrastructure de recharge plus performante parce que c'est un frein. Et trois, moi je crois, c'est plus trop la mode, on en parle moins en ce moment de la voiture autonome, on a un peu passé la hype, mais en fait, je ne parle pas du robot-taxi, mais sur les features d'autonomie dans les voitures qui permettent notamment de ne plus conduire sur l'autoroute, il y a des vrais progrès qui sont faits, sans qu'on en parle énormément. Et donc moi je vois, en tout cas chez Virtuo, on louera des voitures électriques semi-autonomes où on partira de la ville et on fera un trajet long en lisant sur l'autoroute. Et donc on regagnera du temps utile qu'on perd globalement quand on conduit. Donc moi j'entrevois un futur plutôt mieux en termes de qualité de déplacement qu'aujourd'hui. Ce qui est déjà un peu le cas sur les Tesla. Les Tesla Model 3 sont déjà, entre guillemets, semi-autonomes. Mais elles sonnent, c'est un enjeu de législation, mais elles sonnent toutes les 30 secondes aujourd'hui, donc on ne peut pas exactement lire un bouquin, on n'y est pas encore. Okay. Julien, Frédéric, vous avez déjà utilisé Virtuo? Alors non, moi pas encore, mais en effet, j'ai jamais non plus conduit de Tesla. Ah. Et effectivement... On va faire d'une pierre deux coups alors, c'est bien. Avant de préparer la table ronde, je suis allé voir et j'ai en effet été étonné de ça. Et moi, je me demandais par rapport à un service qui propose des véhicules en voirie, vous les livrez uniquement, vous n'avez pas de véhicules en voirie? Non, on n'a pas de véhicules en voirie. On a des véhicules dans des parkings souterrains. Donc, la première possibilité, c'est d'aller chercher sa voiture dans un parking. Et on en a un juste ici, là, Neuilly-Madrid. Ou alors livraison à domicile ou au bureau. Et donc ça, c'est un service qu'on a lancé il y a 18 mois maintenant. La livraison, c'est un premium, c'est-à-dire que... Oui, ça vient avec il y a un coût de livraison, effectivement. Vous les livrez et après, vous venez les chercher? Oui. Exactement. Donc comme si on avait sa voiture, elle arrive en bas de chez soi, on la gare. On rencontre personne, on reçoit une notification dans l'application avec un SMS, votre voiture est garée à telle adresse, on essaie de la garer à moins de 100 mètres de chez vous. Vous allez l'ouvrir, vous sortez de chez vous allez l'ouvrir avec votre smartphone, vous partez, vous revenez, vous la regarez, vous terminez la location en disant moi je l'ai garée là. On aime bien dire c'est la voiture, elle apparaît quand vous avez besoin, elle disparaît quand vous n'avez plus besoin. Donc on lève toutes les contraintes. Et si c'est une Tesla, elle va arriver chargée, propre, et après vous, on va la laver et la recharger, quoi. Donc c'est... Oui, je confirme, j'ai loué pour le coup une Tesla Model Y par Virtuo cet été en Angleterre, et effectivement l'expérience client est top. Merci. Je dis pas ça parce que Thibaut est là, mais franchement, ça change de l'agence de location classique avec les travers que tu décris. Je me souviens il y a pas longtemps chez une marque qu'on connaît bien, j'avais loué. C'était le train arrivait avec 3 minutes de retard et du coup c'était par exemple 22h30 et il est arrivé à 33 et l'agence fermait à 22h30 et voilà, j'ai pas eu de voiture. Bon, mais voilà, donc Virtuo résout tout ça. Ouais, je pense qu'on a tous des exemples. Moi, j'ai beaucoup d'exemples. Vous partez avec des enfants en train, vous arrivez à la gare, il n'y a pas de siège enfant, bien évidemment, c'est pas équipé. Tout ça, vous fournissez, j'imagine. Tout ça, c'est prévu et tout ça, c'est inclus. Merci Thibaut. Alors, on va parler maintenant avec Julien. Donc, Thibaut, c'était moins de voitures sur la route. Et toi, Julien, c'est les voitures plus remplies.
avec Klaxit. Est-ce que tu peux te présenter succinctement? Ouais, donc Julien Honard, j'ai cofondé Klaxit il y a 10 ans maintenant, avec mon associé Cyril Courtière, qui est directeur technique. Et on s'est lancé dans cette grande aventure du covoiturage quotidien, à une époque où Blablacar s'appelait encore covoiturage.fr et commençait à fonctionner sur la longue distance. Et donc nous, on s'est attaqué au trajet du quotidien, domicile-travail. On a mis du temps à trouver à la fois le modèle qui pouvait fonctionner, puis une fois qu'on l'a trouvé, on avait besoin d'évolutions législatives pour le mettre en œuvre. C'était la loi d'orientation des mobilités qui a été votée fin 2019 et qui permet notamment aux collectivités en fait, de considérer le covoiturage quotidien comme un transport en commun et donc de le subventionner aussi au même titre. Je reviendrai là-dessus parce que c'est vraiment la clé pour déclencher un intérêt économique en fait, de tous ces automobilistes qui sont tout seuls dans leur voiture tous les jours. Ok, donc aujourd'hui, vous aviez commencé avec les entreprises, c'est ça au départ, vous développez? Ouais, en fait, le modèle doit, pour fonctionner, doit aligner 3 choses. Première chose, c'est la technologie. Donc, en effet, sur les trajets du quotidien, les conducteurs vont être très peu prêts à faire des détours parce que le moindre détour, c'est 5-10 minutes perdues sur un trajet quotidien qui est déjà un trajet très contraint. Donc, les conducteurs, ils veulent tracer leur route tout droit. Les passagers, eux, c'est des gens qui, à la base, conduisent, ont une voiture. Donc, eux, il faut globalement qu'on vienne les chercher à peu près en bas de chez eux. Et puis surtout, ils ont des contraintes d'horaire. Parce que quand ils ont la voiture, ils sont libres de repartir à l'heure qu'ils veulent le soir. S'ils n'en ont plus, il faut qu'on puisse leur proposer le conducteur qui repart au bon moment dans leur direction, qui n'est pas forcément celui qui les a amenés le matin. Donc on a créé une app, un outil technologique pour résoudre ces 2 contraintes principales. Il y en a pas mal d'autres, mais on va dire que c'est 2 principales côté conducteur et passager. Ensuite, pour que ça fonctionne, il faut que les gens se trouvent. Plus vous avez de contraintes sur les itinéraires, les horaires, plus il vous faut de monde sur la plateforme pour que ça puisse fonctionner. Donc il faut massifier très localement et c'est pour ça qu'on a commencé à se développer avec les entreprises, puisqu'une entreprise a l'avantage de rassembler des centaines ou des milliers de personnes qui arrivent au même endroit, qui en plus sont en confiance entre eux, parce qu'on parle de collègues. Parce que c'est important, c'est un point que tu n'as pas mentionné, c'est qu'on n'a pas envie de changer de covoitureur tous les matins, c'est quand même un moment où on est un peu tranquille, on vient d'émerger et ça peut être un peu agressif. Tout à fait. Et donc en fait, quand je disais qu'on ne repart pas forcément avec le conducteur du matin, en réalité c'est un équipage qui se crée avec 2-3 conducteurs un peu habituels et on arrive à tourner comme ça. Donc l'entreprise, elle permet de massifier. Et le 3e élément qu'on n'avait pas au départ, c'est l'intervention de la collectivité locale qui va organiser le système de covoiturage à l'échelle d'une... Alors, on parle de ville, en fait, c'est les autorités organisatrices des mobilités, c'est les plus petits, c'est les communautés de communes, communautés d'agglomération, métropoles, les régions aussi. Donc eux, ils vont organiser la mobilité et ils vont la financer. Parce qu'en fait, dans les entreprises, on mettait en relation les gens, mais en fait... Il y en a finalement, même pour des trajets qui matchaient parfaitement, assez peu qui passaient à l'acte. Et quand ils passaient à l'acte, il y en a beaucoup qui retournaient au comportement antérieur. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait un problème de prix, fondamentalement. Ce qu'on a fait comme test, c'est qu'on a pris 30 000 € de nos fonds propres à l'époque. Et on a dit, là, pendant quelques mois, dans toutes nos entreprises clientes, les passagers vont voyager gratuitement. Les conducteurs vont être rémunérés. Et c'est Klaxit qui va payer la différence. On va leur payer l'essence, quoi. Ouais, exactement. On leur dit, si vous lâchez votre voiture, vous allez au travail gratuitement. Et puis, si vous acceptez de prendre des passagers, vous allez être rémunéré pour. Ça, c'était le modèle de base. Le problème, c'est que dans ce modèle où juste les conducteurs sont rémunérés et les passagers doivent payer, en fait, tout le monde reste conducteur. Parce que les 2 à 4 € du trajet, c'est globalement l'essence que j'aurais mis dans ma propre voiture. Donc dans ce cas, quitte à payer une somme, je préfère la payer en carburant, rester conducteur, je veux bien accueillir des gens, mais dans ce cas, on n'a que des conducteurs. Dès qu'on rémunère le conducteur, mais que le passager paye moins, et notamment si son trajet est gratuit, et là vous avez une puissance de com importante, vous avez une partie qui reste conducteur, une partie qui devient passager, et donc ça y est, vous créez le covoiturage quotidien, et pour la première fois, quand on a fait cette expérimentation, on a vu une courbe qui décollait vraiment en termes de trajet. Après, il a fallu les financer, et donc on a trouvé ce modèle avec les collectivités locales, qui vont subventionner les trajets.
comme le transport public. Donc nous, en fait, on est un transport, on est comme un transport public du périurbain, mais sauf qu'au lieu que ça soit un bus, c'est un module à 4 places qui s'appelle une voiture, dont le chauffeur est un particulier. Il a déjà acheté la voiture et il la met à disposition. Et c'est vraiment le modèle de base des collectivités. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la collectivité subventionne à 80% la mobilité du quotidien. Commun, ouais. Le pass Navigo, aujourd'hui, valeur commerciale coûte 75 €. En fait, on en paye 32,50 € parce que l'entreprise rembourse en plus 50%. Mais le pass Navigo, s'il n'était pas subventionné, coûterait 500 € par mois en prix commercial. Voilà. Et donc, on se... Avec l'électricité, à quel prix? Voilà, alors avec l'électricité, prix d'il y a 2 ans. Voilà. Donc on s'inscrit dans ce modèle-là pour la collectivité. Et finalement, sur son périurbain, on est capable de lui offrir un trajet qui, au kilomètre voyageur, sera 2 à 10 fois moins cher que du bus. Parce que, évidemment, c'est un particulier. Le problème du bus en périurbain, c'est que souvent, il est très peu rempli. Donc, en fait, il coûte très cher. Il faut payer le chauffeur, le carburant, peu importe le remplissage. Et en plus, nous, si on n'opère pas de trajet en covoiturage, la collectivité n'est pas facturée. Donc, c'est un modèle un peu au succès. Vous avez des exemples? Vous travaillez avec quelle collectivité, par exemple? On travaille avec 35 collectivités en France. Les plus importantes pour nous vont être Rouen Métropole, Montpellier et Beauvais, par exemple, qui, pour sa taille d'agglomération, a mis un budget à covoiturage conséquent. Et en proportion, effectivement, de sa population, ça serait même Beauvais numéro 1. Après, quand on regarde aujourd'hui ce qui fonctionne, parce qu'on a une bonne vision du marché, parce que tous les opérateurs envoient en fait leurs preuves de trajet dans un registre national. Donc on sait en fait où se font les trajets. Et quand on regarde le top 10 des villes, le top 10 c'est numéro 1 Rouen, numéro 2 Montpellier, numéro 3 je crois que c'est Metz, mais c'est pas du tout Lyon. Tout confondu ou c'est que Klaxit? Tout confondu. Tout confondu. Voilà, tout confondu. Le premier, c'est Rouen. Je compte pas l'Île-de-France. Mais si on est sous l'Île-de-France, premier, c'est Rouen. Et alors, pourquoi c'est pas Marseille? Pourquoi c'est pas Lyon, Nice, Lille, Bordeaux? En fait, les Lyon, les Lille, les Bordeaux, aujourd'hui, subventionnent pas les trajets. Donc, en fait, il n'y a pas d'usage. D'accord, tout simplement. Tout simplement. Aujourd'hui, vous êtes en gros le transport en commun de... Thibaut, c'était la voiture de ceux qui n'en ont pas, et vous, c'est le transport en commun de ceux qui n'en ont pas. Exactement. Et c'était exactement le but de la LOM. À l'époque, Elisabeth Borne avait dit, on veut apporter... tous les gens dans les grandes villes ont des transports en commun à disposition. Du coup, eux, quand le prix du carburant augmente, finalement, ils sont assez peu impactés. Mais tous ceux qui sont dans le périurbain, eux, on leur offre pas de transport en commun, et c'est les premiers à être impactés lors des hausses des carburants. Et ça arrive que des collectivités, quand elles décident de travailler avec vous, ça peut être en arbitrage avec une nouvelle ligne bus, une nouvelle ligne de tramway, comment... Ouais, alors pas le tramway, parce que le tramway c'est vraiment de l'urbain, et nous la cible c'est le périurbain. Donc nous, sur la dimension périurbaine, l'arbitrage ça va être des bus, mais des bus où il y en a 2-3 par jour, quoi, des trucs pas très fréquents. Du transport à la demande, où là c'est carrément un taxi que paye la collectivité pour transporter une personne. Voilà, donc ça c'est évidemment extrêmement cher, mais ça permet d'avoir une garantie de service partout sur le territoire. Et nous, dans ce territoire-là, et en général, ce qui se passe, c'est qu'en fait la collectivité, de plus en plus, les métropoles rayonnent, les distances domicile-travail s'allongent, donc les périmètres des métropoles et des agglos augmentent aussi. Du coup, ils prennent plus d'entreprises dans le territoire. Faut savoir que comment les collectivités financent toutes ces mobilités, c'est via un impôt sur les entreprises qui est le versement mobilité. Donc elles prennent plus d'entreprises, donc plus d'impôts dans leur périmètre. Et là vient le choix de dire est-ce que je mets une ligne de bus où il y aura 2 fréquences par jour et finalement je desservirai quasiment personne, ou pour le même prix, en fait, je vais aider à covoiturer des dizaines de milliers de personnes. Donc elles font cet arbitrage-là. Aujourd'hui, elles le font assez peu sur finalement j'enlève du bus pour mettre du covoiturage à la place. C'est plutôt elles sont en expansion, et donc dans les choix d'expansion, elles font le choix du covoiturage plutôt que de lignes dont elles savent qu'il n'y aura pas de rentabilité économique. Quand on fait du covoiturage, quand on prend du Blablacar, alors moi je pense personnellement que c'est beaucoup de l'effet rebond Blablacar, c'est-à-dire que ça enlève pas forcément de voitures, mais ça coûte moins cher et donc on va pouvoir se déplacer. Vous, c'est des petits trajets, c'est 1 €, 2 €, 3 €, donc parfois ça peut être aussi un frein. Combien on économise par mois? Je sais pas, je roule 25-30 km par jour pour aller au travail. Je gagne combien par mois à faire du covoiturage?
Alors en moyenne pour un conducteur, il va gagner une centaine d'euros par mois. Centaines d'euros par mois. Voilà. Donc Ça c'est la moyenne. Il y en a qui vont gagner pas mal plus parce que si vous prenez 3 personnes par jour sur 20 jours par mois, vous êtes plutôt à 400. Et puis il y en a qui vont être beaucoup plus occasionnels et donc ils vont être à quelques dizaines d'euros par mois. La moyenne est à 100 et c'est l'usage qu'on cherche à pousser, c'est-à-dire de toute façon c'est très difficile de covoiturer tous les jours, encore plus avec 3 personnes. Mais par contre si vous êtes sur un usage un peu moyen, vous faites un peu de télétravail, des fois vous n'avez pas forcément de covoitureur et des fois vous en avez quelques-uns, voilà, vous êtes sur une centaine d'euros par mois, c'est l'usage qu'on cherche à pousser. 100 euros, c'est le montant de la prime covoiturage qui a été décidé récemment dans le grand plan de sobriété. Elle a déjà commencé cette prime ? Alors non, ça commencera au 1er janvier. On est en train de discuter des modalités opérationnelles avec le gouvernement. Ce qui est sûr, c'est que c'est une très bonne idée. Aujourd'hui, la réponse qu'il y a eu sur l'augmentation des prix du carburant, c'était la subvention pure et simple des énergies fossiles. Donc la ristourne sur le carburant. Bien sûr. Où là, la pénurie en partie. Qui a pu créer effectivement en partie la pénurie. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils cherchent à cibler vers l'usage, et notamment covoiturage. L'intérêt de cibler sur le covoiturage, il y en a plusieurs. Le premier, c'est que vous ciblez naturellement, socialement. C'est-à-dire que ceux qui vont covoiturer, c'est ceux qui ont vraiment besoin, qui sont impactés par la hausse et qui ont vraiment besoin de le faire. Celui qui a un Cayenne et peut, à 10 € le litre d'essence, continuera à le remplir et peut le payer, celui-là, de toute façon, il ne covoiturera pas. Donc il n'y a pas besoin de vérifier les fiches de paye, de faire des usines à gaz. Si vous récompensez que ceux qui covoiturent, de toute façon, vous faites déjà un ciblage social. Et puis après, vous financez un changement d'habitude. Parce que quand vous subventionnez la ristourne sur le carburant, tout le monde garde ses habitudes et vous conservez la dépendance à la ressource pétrolière. Là, vous investissez pour que les gens se mettent à partager les véhicules, prennent l'habitude de le faire et continuent ensuite, même si je ne pense pas que le prix du carburant va baisser, il va rester haut, mais pour qu'il continue ensuite dans la durée. Donc il y a un double effet de ciblage social et de financement de la réduction de notre dépendance aux ressources pétrolières. Et par rapport à ce que tu dis, est-ce qu'il n'aurait pas été plus pertinent d'aller financer les collectivités pour qu'elles, derrière, financent les trajets ? Alors c'est exactement ce qu'on propose dans le plan. Il y a une première annonce de 100 € pour un conducteur qui se mettrait à faire du covoiturage. Donc ça sera un des leviers. Mais il y a un plan covoiturage là, qui se prépare pour les semaines à venir. Et une deuxième proposition qu'on a formulée avec l'ensemble des acteurs du secteur, c'est justement un fonds de subvention pour les collectivités. La problématique des collectivités aujourd'hui, c'est qu'il y en a, chez nous on en a 35, il y en a 40 ou tout au plus une cinquantaine qui ont mis en place des choses. Mais en fait, des collectivités qui ont la compétence mobilité en France, il y en a 700. Et la LOM, c'est fin 2019, donc ça fait déjà 2 ans. Donc comment les collectivités accélèrent ? Donc l'idée, c'est de dire pendant 2-3 ans, il y aura un fonds de l'État qui viendra booster les investissements des collectivités pour les inciter à faire ça le plus rapidement possible. Ok, aujourd'hui, avec la hausse des prix des carburants, les pénuries de carburant, je ne vais pas dire que vous êtes la seule personne qui est content en France, mais ça donne quoi cette semaine ? Plus de carburant, comment les gens s'organisent ? Ça doit être un véritable levier pour faire exploser le covoiturage ? Ouais, on a des bons chiffres d'inscription là sur la pénurie. Cette semaine, par rapport à la semaine précédente, c'est plus 80%. Plus 80% et plus 100%, donc x2 en Ile-de-France. Et en termes de trajet ? Pas mal et en termes de trajet, c'est pas autant, parce que faut quand même trouver son conducteur qui, lui, a du carburant. Et puis c'est un truc ça fait connaître le service, mais en fait c'est très épisodique. Ce qui nous sert entre guillemets beaucoup plus, c'est le prix du carburant haut et sur le long terme. Parce que là, les gens se mettent dans un vrai changement d'habitude. Là, on est plus sur un phénomène type pic de pollution ou grève des transports. Voilà. Alors la grève des transports elle arrive. De 2019, celle qui a duré 3 mois, celle-là a été très bénéfique. Mais des grèves de 1 ou 2 jours, voilà. Et puis à voir si la pénurie, effectivement, si dans un mois on a toujours la moitié des stations qui sont vides, là on aura un effet long terme, mais on ne l'espère pas non plus. Ouais, et si on prend maintenant un peu de recul, on est en 2030, elle ressemble à quoi la mobilité en 2030, la mobilité du quotidien quelle est la part du covoiturage? Combien de gens vont covoiturer? Est-ce que, comme à Cuba, ce sera interdit de rouler seul dans sa voiture? Est-ce que les voitures avec une personne à bord seront interdites en ville? Quelle est ta vision? Effectivement, ça dépendra un peu de nos choix collectifs. Parce que
il y a une première trajectoire qui peut être, on a subventionné le changement de véhicule thermique en électrique et on met 1 à 2 heures pour aller au travail, tous bloqués dans nos voitures électriques. Puisque la voiture électrique résout plusieurs des problèmes que tu as pointés, mais le problème de l'espace public, elle le résout absolument pas. C'est-à-dire que ça reste une grosse voiture, et si on est tout seul dedans, il y aura des bouchons. Donc tu as ça. Tu as, tout le monde est en télétravail, donc finalement, pas trop de voitures sur les routes, mais plus d'interaction humaine. Bon, ok. Et il y a une solution un peu plus hybride, que nous on trouve plus souhaitable, qui est un usage plus raisonné de la voiture. Où en effet, alors il y aura des voitures qui seront possédées, d'autres qui seront louées, etc. Mais et vous êtes plutôt là où les gens n'ont pas le choix d'avoir une voiture. Ah bah ouais, tout à fait. Mais tu peux avoir le choix de rester chez toi et de ne plus du tout prendre ta voiture pour aller travailler si ça devient la norme. Mais nous, le futur qu'on trouve un peu plus souhaitable, c'est que justement, on partage les voitures, on a de l'interaction dans les voitures et sur un mode hybride, c'est-à-dire qu'il y a du télétravail. Et les moments où on va en fait au travail, on a de l'interaction sociale au bureau parce qu'on y va pour aussi discuter avec les gens. On en a aussi dans la voiture au préalable. Et ce qu'on vise, ça serait 30% de part modale covoiturage. Donc une personne sur 3 qui, quand il utilise sa voiture pour aller au travail, le fait en covoiturage. Ouais, c'est un des grands objectifs. Et aujourd'hui, les métropoles les plus ambitieuses comme Rouen, là, se fixent à quelques années 10% de part modale domicile-travail. Voilà. Donc ça a un coût, puisque évidemment, donc ça, c'est quelques années, chaque trajet... 2025, 2030 eux, leur objectif, c'est le plus rapidement possible. En plus, il y a les ZFE qui arrivent, ils ont les trajectoires climatiques, donc eux sont plutôt dans une optique, il y a les financements, et faites-le le plus rapidement possible. Ok. Thibaut, covoiturage sur la longue distance, c'est pas forcément approprié. C'est des choses que vous avez regardées chez Virtuo ? On a regardé, après on s'est rendu compte, nous, que ça se fait assez naturellement. D'une part, on a une bonne partie de notre clientèle qui a des familles, donc par définition, les covoitures en famille, et on a beaucoup de cas de figure, ou sinon d'amis, qui louent ensemble. Donc, nous, on n'a pas de chiffre très précis, mais il n'y a pas 1,06 personnes dans nos voitures. Non, parce que de toute façon, la longue distance, c'est toujours plus rempli, parce que ça coûte cher, sinon, par rapport au quotidien. Et justement, vous travaillez avec les particuliers, mais aussi avec les entreprises, ça représente, c'est important parce que finalement, quand on est dans une entreprise, on fait un déplacement, on arrive en train, on loue une voiture, ça représente une part importante de votre activité, les entreprises ? C'est 15% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. 15%. Mais c'est quelque chose qu'on pousse parce que notre service correspond tout à fait aux besoins B2B, aux besoins des professionnels, donc ça va augmenter. Comment réagissent les loueurs traditionnels, les Hertz, par rapport à votre offre un peu disruptive, ils s'adaptent, ils essaient de s'aligner, vous les rachetez dans pas longtemps, comment ça marche ? Je ne suis pas dans le quotidien de la gestion de ces entreprises. Je pense qu'ils souhaitent s'adapter et changer, mais que ce n'est pas facile. On est dans une mutation technologique, on pourrait faire la même comparaison avec les banques et les néobanques, par exemple. On pourrait faire la même comparaison avec Tesla et les constructeurs automobiles traditionnels, où Tesla est arrivé directement 100% électrique, et que les autres, ils ont toute leur structure en place, ils ont tous leurs investissements, leur CAPEX, et ça prend beaucoup plus de temps pour changer. Plein de freins culturels, technologiques. Bon, on a parlé donc des réduire le nombre des voitures. Donc, grâce à Thibaut, plus de voitures. Quand même, il faut en garder pour nous. Grâce à plus de voitures quand on peut s'en passer, on est plutôt sur les urbains, donc c'est très complémentaire. Grâce à Julien, on va remplir un peu mieux ces voitures. On n'a pas parlé de la taille des voitures, mais c'est vrai que moi, quand j'étais conseiller scientifique à France Stratégie, j'avais proposé éventuellement de réduire un peu la taille des voitures. C'était déjà il y a 3 ans, mettant un bonus-malus sur le poids. Et puis électrifier les voitures, mais électrifier quelle voiture ? Est-ce que le but c'est de rouler tous en tant qu'électrique de 2,5 tonnes ? La voiture électrique aujourd'hui elle est très pertinente sur les trajets du quotidien. Elle est un peu moins pertinente sur la longue distance parce qu'on a des problèmes d'autonomie, on a des problèmes de bornes de recharge sur l'autoroute. Mais donc aujourd'hui, si moi personnellement je me gare, j'ai une voiture qui dort dans la rue, j'ai pas de place de stationnement, j'ai pas de prise, donc je ne me pose même pas la question de rouler en voiture électrique. Donc je suis passé sur le vélo électrique à la place. Mais pour avoir une voiture électrique, il faut avoir une place de stationnement et une prise à proximité. Et ça, c'est vraiment un des
principal frein au développement de la voiture électrique. Elle n'est pas faite pour tout le monde. Ça marche très bien en rural ou en périurbain, entre guillemets, dans une maison individuelle. Mais dès qu'on est dans un logement collectif, ça se complique. Et donc, on va en parler maintenant avec Frédéric Renaudot. Frédéric, fondateur et président de The-Plug. Est-ce que tu peux te présenter succinctement ? Oui, donc moi j'ai 46 ans déjà. J'ai créé The-Plug en 2014. J'ai travaillé avant aussi dans la mobilité. J'étais directeur général d'une flotte de taxis. La principale à Paris d'ailleurs. Et c'est là qu'en fait l'idée m'est venue de créer The-Plug, puisqu'on avait voulu mettre des taxis électriques dans la flotte. Ça fonctionnait bien dès lors que les Tesla sont arrivés, la Tesla Model S, les autres véhicules n'ayant pas l'autonomie suffisante. Le problème qui restait, c'est que les chauffeurs devaient la recharger. Il n'était pas question qu'ils la chargent pendant la journée, pendant leur temps de travail, et qu'ils perdent des courses pendant ce temps-là. Et donc il fallait qu'ils puissent recharger à domicile. Et la plupart, en tout cas en Ile-de-France, habitaient dans des immeubles, et les syndics de copropriété refusaient totalement qu'ils puissent se brancher sur l'électricité existante dans l'immeuble, pour des questions d'utilisation d'une infrastructure collective à des fins personnelles. Et donc l'idée m'est venue de dire il faudrait créer une société qui va prendre à sa charge en fait l'investissement de cette alimentation électrique séparée, sans que ça coûte à la copropriété, puisqu'en copropriété en général on ne veut pas payer un copec, je dirais, pour les autres, pour un service dont on n'a pas encore besoin, même si on en aura peut-être besoin un jour. Et donc, d'où l'idée de créer The-Plug, qui est en fait un opérateur de recharge très inspiré des opérateurs télécoms, câbles, fibre optique, c'est-à-dire qu'on investit l'infrastructure de recharge dans le parking de l'immeuble et on la raccorde à notre propre alimentation électrique, une nouvelle alimentation électrique qu'on fait créer auprès du gestionnaire de réseau, de façon à ce que ça ne soit pas l'électricité de la copropriété qui soit utilisée. Et ensuite, les utilisateurs qui le souhaitent s'abonnent, et seulement ces utilisateurs, qui viennent au fur et à mesure, payent le service et non pas les autres copropriétaires. Donc quoi, les immeubles sont en gros prééquipés ? Voilà. On prééquipe effectivement à partir du moment où il y a un premier utilisateur, on ne le fait pas tant qu'il n'y a pas encore d'utilisateur, et ensuite l'objectif est évidemment d'avoir le maximum d'utilisateurs dans l'immeuble pour qu'on puisse amortir l'investissement de départ qu'on a réalisé, et ça c'est vertueux parce que du coup tout le monde a intérêt, aussi bien la société dans son ensemble que nous, à ce qu'il y ait le maximum de véhicules électriques. Et donc ça, 2014, ça veut dire que ça fait déjà 8 ans. En 8 ans, vous avez raccorder combien de voitures ça représente? Aujourd'hui, The-Plug est le leader français de la recharge dans les parkings privés, copropriété, mais aussi immeubles de bureaux, multi-entreprises. On a aujourd'hui plus de 9000 immeubles qui ont signé une convention avec The-Plug. Alors The-Plug seul, c'est à peu près 6000, et on vient d'intégrer et de fusionner avec le numéro 2 de notre segment qui s'appelle Borne Solutions. Et donc l'ensemble représente à peu près 9000 immeubles. D'accord, et donc justement vous avez un développement très fort, vous venez de lever 240 millions d'euros, bravo déjà. On va faire quoi avec 240 millions d'euros? Plein de choses, et en particulier l'international, parce qu'aujourd'hui on est le leader en France sur ce segment des immeubles privés, de la recharge en immeubles privés, mais la même problématique se pose à l'international, en Europe, et notamment aussi, en fait dans beaucoup de marchés, mais on se focalise sur les marchés européens et les États-Unis surtout, c'est le marché où on est le plus avancé aujourd'hui. Avec une bonne traction déjà dès cette année. Plus avancé, c'est-à-dire que vous avez déjà des équipes, des bureaux sur place On a un premier bureau, une petite équipe pour l'instant, mais un pipeline qui grossit de jour en jour, et on a une cinquantaine de sites en cours d'installation sur 18 États. 18 États, et donc là c'est toujours des immeubles, plutôt les particuliers? Alors c'est à peu près moitié-moitié des immeubles de bureaux et des immeubles résidentiels, parce que les Américains, en fait, comme on le sait, habitent traditionnellement moins en immeubles. Ils habitent plutôt dans des banlieues pavillonnaires. Mais ce qui est intéressant en fait aux États-Unis, c'est qu'il y a un énorme phénomène de création, de construction de nouveaux immeubles en centre-ville, les fameux centres-villes qui étaient délaissés. Il y a beaucoup de promoteurs qui... Comme Détroit par exemple. Voilà, et mais partout. On a un immeuble par exemple à Atlanta qui est près de... Et pourtant c'est très bien situé, c'est à
côté du campus de Georgia Tech, c'est tout près du siège de Coca-Cola, et pourtant c'était une friche industrielle. Et un promoteur, et plusieurs promoteurs en font une zone super avec des très beaux immeubles. Les Américains aiment bien des immeubles qui ressemblent à des hôtels avec en général piscine, gym, un lobby, plein d'amenities, plein de services dans l'immeuble. Voilà, c'est ça qui se développe bien, des immeubles plutôt haut de gamme. Et voilà, dans ces immeubles-là, la recharge électrique est de plus en plus demandée. Dans quelques années, les États-Unis, c'est votre premier marché et vous vous faites racheter par Tesla? Il y a des chances que, si on continue, il y a des chances que normalement les États-Unis deviennent effectivement notre premier marché. C'est à peu près la taille de l'Europe, grosso modo. Oui. Alors sur la recharge en immeuble, il y a à peu près autant d'Américains qui habitent en immeuble que de Français. Donc, mais à la taille du pays, c'est beaucoup moins. Mais on estime que sur les 10 prochaines années, ce nombre va doubler. Donc il y a une croissance qui est forte sur ce segment. Et on a des tailles de parking. Nous, on raisonne beaucoup en taille de parking, parce que plus il y a de places de parking, plus il y a de chances qu'il y ait un utilisateur, puisque on ajoute des abonnements à chaque fois que quelqu'un prend une voiture électrique. Donc plus le parking est grand, plus il y a de chances que ce soit le cas. En France, on est à peu près à 90 places de moyenne sur nos parkings. Donc sur les 9000, on est à peu près à 700 000 places de parking déjà, qui sont sous convention The Plug. Et aux États-Unis, on est en ce moment plutôt sur des tailles de parking de 500 places. Vu la taille du marché, on se focalise vraiment sur les très grands parkings. Voilà. Thibaut, vous rechargez comment vos Tesla chez Virtuo? Là, on les charge dans les parkings où on opère, où on les charge aussi sur des fast chargers, donc des chargers Tesla, des chargers Electra. Aujourd'hui, c'est un... Pas encore avec Z-Plug alors? Non, on n'a pas encore installé. Alors, nous, on n'a pas nos propres parkings, nos propres infrastructures. On est toujours locataires. Cela dit, dans certaines villes, on réfléchit à créer nos propres bases parce que le volume commence à être très important et donc ça vaudrait le coup. Donc, on en reparlera. Combien ça coûte? Alors, c'est vrai que la voiture électrique, surtout en ce moment, avec l'explosion du prix de l'électricité, les gens se posent des questions. Moi, j'ai l'habitude de dire que la voiture électrique, ça coûte 4 fois moins cher pour faire le plein d'électricité. Mais ça, c'était... Alors, même si le prix pour les consommateurs, pour l'instant, il est capé, il n'a pas augmenté. Comment vous gérez, combien ça coûte déjà d'avoir un Z-Plug chez soi et après, comment vous gérez la situation actuelle? Est-ce qu'elle vous impacte? Alors, The Plug, donc la tarification, on achète sa borne, c'est en moyenne 500 € une fois toutes les aides déduites, on se charge d'aller chercher toutes les aides. Ensuite, alors, qui paie la borne, c'est vous ou c'est moi? C'est l'utilisateur, voilà. Et ensuite, et vous en êtes propriétaire. Et ensuite, l'utilisateur souscrit un abonnement à The Plug. Et en moyenne, l'abonnement moyen est autour de 30-35 € pour 10 000 km par an. Donc ça revient effectivement à peu près 3 fois moins cher que l'essence. 35 € par mois, oui. Tout dépend si on compte avec la ristourne, carburant ou pas, mais on est toujours très loin, même avec l'augmentation des tarifs de l'électricité, on reste très loin du prix du carburant. Nous, de notre côté, on a réussi à sécuriser des contrats d'approvisionnement en électricité qui sont très intéressants puisque on a la chance, en fait, en immeuble, en résidentiel, de pouvoir recharger la nuit. Et donc, c'est vertueux puisque voilà, on est en heure creuse, on a accès à des tarifs beaucoup plus avantageux et on a pu trouver et sécuriser des contrats d'approvisionnement dans lesquels le prix en heure creuse est même moins cher que le tarif réglementé national, le tarif de vente régulé pour les consommateurs domestiques. Donc aujourd'hui, pas d'impact, pas de mauvaise surprise comme avec certains fournisseurs alternatifs qui vous présentent une note 5 fois plus élevée. Les gens, ils souscrivent aujourd'hui à Z-Plug pendant 2 ans, ils ont leur tarif garanti. Alors, ça dépend des tarifs, mais effectivement, on garantit le prix pendant au moins 1 an. Et en tout cas, on s'engage à être toujours sur les tarifs parmi les moins chers du marché. Et surtout en heure creuse, quoi. En heure pleine, ça va être de plus en plus cher de recharger, clairement. Avant, et à un moment d'ailleurs, on distinguait plus les heures pleines des heures creuses dans notre tarification. On est revenu maintenant à une tarification différenciée.
et elle le sera de plus en plus parce que c'est le sens de l'ensemble des équilibres énergétiques nationaux, du réseau, etc. Et là, le gouvernement, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? J'imagine que non, mais le gouvernement va nous dire, écoutez, évitons de faire tourner toutes nos machines à laver à 19h et de brancher la voiture électrique. Vous, on vous demande de relayer ce message. Comment vous pouvez éduquer aussi les consommateurs pour éviter... Alors, ils y ont intérêt de toute façon, puisque ça coûte beaucoup plus cher de charger à 19h que de charger pendant la nuit. Mais est-ce qu'il y a un travail d'éducation à faire pour leur réexpliquer? Oui, on accompagne effectivement nos clients pour qu'ils puissent programmer leur véhicule pour qu'ils démarrent en heure creuse pour bénéficier des meilleurs tarifs. Mais effectivement, il y a beaucoup de pédagogie à faire là-dessus. On va aussi de plus en plus aller vers des tarifications encore plus différenciées. Dynamique. Déjà plusieurs plages, peut-être des heures week-end, des heures semi-creuses, ultra-creuses à certains moments, etc. Mais aussi, effectivement, peut-être jusqu'à une tarification dynamique, c'est-à-dire à tel moment, c'est plus cher. Donc, si vous avez souscrit l'abonnement flex, entre guillemets, vous sortez du réseau, enfin, on ne vous recharge pas à ce moment-là. Et vous aurez toujours la possibilité, via l'appli, de dire si, je veux charger parce que urgence. Voilà. Aujourd'hui, donc vous levez un certain nombre de freins, notamment le gros frein avec les collectivités. Est-ce qu'il y a encore d'autres freins que vous rencontrez, d'autres appréhensions qu'il faut faire sauter pour que ça puisse être déployé encore plus rapidement? Alors, c'est très intéressant parce que ce qu'on disait tout à l'heure sur les freins du véhicule électrique, vous les citiez et il y en avait un. En revanche, le deuxième sur lequel j'ai maintenant perdu toutes mes appréhensions, c'est celui de la longue distance. Je citais... Quand on roule en Tesla. Alors, c'est vrai que c'était une Tesla, mais j'ai loué effectivement voilà, cet été, j'ai fait le tour de la Grande-Bretagne jusqu'en Écosse, etc. J'ai chargé 20 minutes par jour. Pourquoi? Parce qu'il y a maintenant des super chargeurs, mais aussi des chargeurs Ionity, enfin pour pas les citer, d'autres marques, qui sont à 175 kW et plus. Et objectivement, quand on fait 300 km dans la journée, ce qui avec les visites est à peu près la norme, eh bien, c'est 20 minutes. Voilà, c'est 20 minutes, c'est le temps d'aller prendre un sandwich, on a juste le temps, voilà, toilette, sandwich, etc., café, et on repart. C'est donc plus aucune appréhension, toute cette idée de se dire ah oui mais le véhicule électrique c'est pas fait pour les grandes distances, franchement ça va disparaître très très vite. Moi j'ai plus du tout peur, en tout cas personnellement de donc 2030, tout le monde en voiture électrique, courte distance, longue distance, ce sera quoi qu'est-ce que sera D-Plug en 2030? 2030, on ne sera pas encore à tout le monde en électrique parce que d'abord, les véhicules sont changés, je crois, en moyenne tous les... ça bouge, 15 ans. Donc il y a de l'inertie. Mais il est clair que d'ores et déjà, et ça fait déjà 10 ans en fait, on pourrait changer, passer tous les deuxièmes véhicules. On sait que la multimotorisation est importante en France. Tous les deuxièmes véhicules pourraient passer à l'électrique en fait. Il n'y a pratiquement pas d'exception. Donc déjà, ça ferait beaucoup. Et donc il y a énormément de freins qui sont en fait plus psychologique qu'autre chose. 35% des ménages qui ont 2 voitures ou plus. Voilà, donc il y a un gisement déjà énorme là-dedans. Et ensuite, même pour un véhicule principal, encore une fois, bon, il faut choisir effectivement des véhicules avec des batteries. L'hybride rechargeable. Il y a aussi l'hybride rechargeable, qui est une solution temporaire, hein, qui ne sera pas le endgame, entre guillemets. Ça ne sera pas ce qu'on utilisera dans les années 2030, probablement. Mais en attendant, c'est une assez bonne solution, effectivement. Moi, je trouvais très intéressant aussi ce que disait Julien sur le covoiturage, le remplissage des véhicules. Et je trouve que Klaxit, c'est vraiment... Enfin, c'est d'utilité publique, vraiment. C'est dommage qu'il n'y ait que 35 collectivités qui, pour l'instant, aient compris ça. Moi, quand j'ai créé The Plug, je regardais les différents modèles que je pouvais lancer, éventuellement, et c'était toujours autour de la mobilité, parce que les enjeux en ville et les challenges que vous avez décrits, ils étaient déjà présents il y a 10 ans. Et il y avait déjà 30 000 morts par an à cause des particules. Et tout ça, ça passait pratiquement sous le radar. Et le 1,06 personnes par voiture, c'était déjà le cas. Et du coup, c'est un des modèles auxquels j'ai pensé aussi. C'était dans l'air du temps, le covoiturage. Je me disais, mais il faudrait... Et j'ai hésité en fait à faire soit du covoiturage... C'était moi une... Voilà.
voilà, soit la recharge. Mais voilà, je suis ravi qu'il y ait aussi des initiatives, superbes initiatives comme Klaxit, qui fassent ça aussi, parce que ça fait partie des leviers essentiels. C'est-à-dire que, pour revenir sur votre question, The Plug, c'est pas, enfin, ou la recharge électrique et le véhicule électrique, c'est pas effectivement la seule solution. C'est une des briques dans un ensemble de solutions qui vont nous permettre de nous rapprocher des objectifs climatiques et de pollution. On oublie aussi la pollution au quotidien. Hein. On accepte au quotidien de promener nos bébés au ras des pots d'échappement. Je pense que dans 20 ans, on trouvera ça lunaire. Alors, on ne l'oublie pas quand on a des enfants, parce que souvent ils toussent, donc oui, ils sont asthmatiques. Et justement, les collectivités, vous êtes allés les voir, vous travaillez avec eux ou... Très peu, parce que nous, c'est vraiment les immeubles privés. Ils nous voient d'un bon œil, mais ils nous disent, bah, vous, c'est le domaine privé. Mais c'est très bien, c'est vraiment parce que c'est très complémentaire. C'est-à-dire que on a absolument besoin de la recharge publique, de la recharge sur les longues distances, etc. Pourquoi? Parce que quand on fait le choix de passer à l'électrique, on parlait des freins aussi, freins psychologiques, il faut absolument aussi avoir la possibilité de la recharge quand on est en déplacement en itinérance. Et sinon, même si ça représente 2% des jours dans l'année où on fait un long trajet, c'est à peu près ça la moyenne, 3%, eh bien, s'il n'y a pas ça, eh ben, on va dire, bah non, je ne vais pas prendre la voiture électrique pour 3% des jours. Ou alors on loue chez Virtuo, mais... C'est pour ça que Thibaut est là. Je pense que merci pour cette petite intro. On va passer maintenant aux questions. Il nous reste 35 minutes pour prendre toutes vos questions. Juste le temps que je prenne en main cette tablette. Pas mon truc, bon j'en ai une là qui apparaît, ça bouge pas forcément mais on va y arriver. Alors j'ai pas les questions qui bougent, j'ai forcément la chose où ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Donc est-ce que vous aviez d'autres questions? Est-ce que Julien, tu avais des questions pour Thibaut Ouais, bah, par exemple sur The Plug, tu disais que il te faut un client dans un immeuble qui, alors j'imagine, prend un engagement d'au moins 1 an chez toi pour que tu déploies l'infrastructure. C'est vraiment un client qui s'inscrit ou il te faut d'autres conditions? Enfin, il faut aussi, j'imagine, l'accord de la copro, même si ça lui coûte rien. En fait, plus précisément, on est voté en Assemblée Générale, comme tous les services. La seule chose, c'est que ça ne coûte rien à la copropriété. Il n'y a pas de budget de travaux à voter, il n'y a pas non plus d'impact sur les charges de copropriété. C'est juste une convention à signer. Et ensuite, c'est une convention d'une durée de 5 ans qui est renouvelable ensuite. En revanche, il n'y a aucune obligation de s'abonner. Donc, tant qu'il n'y a pas d'utilisateur, on n'installe pas ce fameux nouveau compteur dans la copropriété. On le fait, on a simplement signé la convention, mais on ne fait cet investissement que dès lors qu'il y a un premier utilisateur. C'est ça. Par contre, on le fait même s'il y a un seul utilisateur. Pourquoi? Parce que, en fait, comme tu le disais, en fait, on sélectionne les immeubles dans lesquels on installe. Je disais qu'aux États-Unis, on sélectionnait des très grands sites. En France aussi, on est quand même très au-dessus avec 90 places. La moyenne est plutôt à 20-30 places. Donc, on a sélectionné prioritairement d'abord les grands immeubles pour des raisons évidentes, mais aussi d'intérêt collectif, puisque comme ça, on touche le maximum de gens le plus vite possible avant de pouvoir traiter des immeubles un peu plus Quand tu as un premier client, tu es à peu près sûr qu'il y en a d'autres qui viendront. Et voilà, il y a un effet de mimétisme qui est important parce que la mobilité électrique, effectivement, ça peut faire peur. Il y a des freins dont on a parlé. Par contre, quand on voit son voisin en train de recharger et qu'on en parle dans l'ascenseur, tout de suite, ça lève des freins. Ça paraît beaucoup plus évident. Non, c'est juste un abonnement qui est sans engagement de durée, qui est résiliable à tout moment. Bon. Donc aujourd'hui, c'est plutôt vous qui sélectionnez les immeubles, en fait, et ensuite des clients sont intéressés, oui. Plutôt que du crowd sur votre site. Moi, je dis que dans mon immeuble, j'aimerais bien l'avoir. En fait, c'est les deux, parce qu'il y a aussi du bottom-up, entre guillemets. Ouais. Ça vient aussi de la demande, heureusement. Demande entrante, il y a des gens qui n'ont rien dans leur immeuble, sont coincés avec leur syndic de copropriété et nous appellent ou nous envoient un message. Ça, il y en a beaucoup. C'est même la plupart de nos leads, en fait. Mais aussi des prescripteurs, et qui sont notamment les constructeurs automobiles. On est partenaire de 20 marques automobiles. Et là, en concession automobile, ils recommandent The Plug quand les utilisateurs habitent en immeuble. Bon,
ça remarche, les aléas du direct, comme on dit. Et une question pour toi, Frédéric. Quel est le degré de green de vos recharges? Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez et que vous mettez en avant? Oui, on regarde ça bien sûr de très près. On a toujours, depuis le début, depuis 2014, fourni exclusivement de l'énergie verte. Et quand on dit verte, c'est avec des certificats d'origine France traçables et pas, voilà, et pas des certificats dont on ne connaîtrait pas l'origine. C'est-à-dire qu'on sait vraiment que, bien évidemment, hein, l'électricité, c'est une question qui est souvent posée d'ailleurs, c'est comment on peut savoir que l'énergie est verte? Parce que l'électricité nationale, l'ensemble des électrons consommés par l'ensemble des Français, c'est une grande baignoire. Il y a des robinets dont certains proviennent du nucléaire, d'autres du renouvelable, de l'hydroélectricité, etc. Et tout ça vient se mettre dans la même baignoire et chacun tire dans la baignoire. Donc on peut se dire, finalement, on consomme aussi du nucléaire. En fait, ce qui se passe, c'est que plus en fait on souscrit de contrats auprès de ces fournisseurs d'énergie verte, plus la part en fait d'énergie verte produite, donc les robinets en amont augmentent. Et donc c'est bien, même si au quotidien on va consommer un peu de tout, progressivement ça fait augmenter la part du renouvelable. Même si ça c'est dans un monde parfait, parce que je sais il me semble que les certificats ne sont pas adossés à des obligations de produire plus d'électricité verte et qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup d'électricité verte, il me semble, qui viennent des barrages hydrauliques, notamment de Norvège, qui est un des plus grands fournisseurs de certificats. Une autre question, est-ce que Zipplug peut-il être menacé par des opérations de délestage? J'imagine que ce n'est pas propre à Zipplug, hein, de toute façon, si on est délesté, ils ne vont pas choisir les immeubles les uns après les autres. En fait, ce qui est super intéressant avec la voiture électrique, c'est que c'est non seulement un moyen de consommer, mais c'est aussi un moyen de réguler, voire demain d'alimenter. C'est-à-dire que on peut couper l'alimentation électrique, la recharge, quand on veut, en fait, c'est piloté. Et donc, effectivement, on peut délester, mais c'est un avantage, en fait. Donc, pour l'instant, on le fait peu parce que le réseau le demande peu, mais demain on pourrait être amené effectivement à délester, à réduire la puissance de recharge de certains utilisateurs, en fonction aussi peut-être des abonnements qu'ils auront souscrits, s'ils souhaitent un abonnement prioritaire ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que sur une plage de recharge d'une nuit, sauf si on est très gros rouleur, taxi par exemple, et encore, ça va être transparent. C'est-à-dire si on est délesté 30 minutes entre 3h et 3h30, personne ne le verra. Alors justement, on parle souvent de ce qu'on appelle du véhicule to grid, ou le fait de pouvoir récupérer de l'électricité depuis sa batterie. Ça, c'est des choses sur lesquelles vous travaillez, qui pourraient... Alors le problème, c'est que comme c'est pour un immeuble, après pour la découper en morceaux, ça va être compliqué? Alors oui, sans trahir de secret R&D, mais on travaille beaucoup. Pas de secret R&D ici. Hein. On travaille effectivement sur ce sujet. Les grappes de bornes de recharge qu'on représente maintenant dans les immeubles, on a des immeubles à plus de 20 utilisateurs, commencent à devenir intéressantes pour restituer de l'énergie au bâtiment, voire au quartier. Et donc le bâtiment demain pourrait sortir du réseau pendant l'heure des pics à 18h en hiver grâce aux voitures électriques qui sont dans l'immeuble. Et ensuite, c'est pas parce qu'elles auront réalimenté l'immeuble pendant une heure, cette heure de recharge sera facilement retrouvée, récupérée pendant la nuit. Il y a beaucoup de déperditions entre l'aller-retour? Non, c'est des pertes électriques, donc c'est de l'ordre de 3 à 5%. Enfin, après, tu as le rendement de charge-décharge. Mais... Voilà, il y a les... on a une remarque de Jean-François qui nous dit, pour le raisonnement de fond, on arrête d'acheter de nouvelles voitures, on se déplace plus seul en voiture conçue pour 4 ou 5 places. La solution court terme, et d'ailleurs même long terme, n'est-elle pas au carrefour de nos intervenants Virtuo et Klaxit? Bon, je pense qu'on va être assez d'accord là-dessus. Ouais, complètement. Et en fait, le fait aussi d'utiliser la voiture au quotidien comme un service sans qu'elle soit possédée, etc., ça va complètement dans notre sens. C'est-à-dire, nous, on a besoin des conducteurs qui aujourd'hui sont propriétaires des véhicules, demain ils pourraient ne plus l'être. Mais les passagers, c'est vraiment des gens qu'on veut entraîner dans une optique d'usage via application. Donc j'utilise Klaxit pour faire mon trajet domicile-travail. Le week-end, je loue sur Virtuo et comme ça, effectivement, j'ai vraiment pu me débarrasser de ma deuxième voiture du foyer. Donc c'est en effet hyper complémentaire. Et dans les enjeux, bah oui, utiliser la voiture
100% du temps, en tout cas beaucoup plus Donc, qu'aujourd'hui. Quand on covoiturage la semaine ou éventuellement vélo et Virtuo le week-end pour les vacances. Ouais, je pense que pour battre la voiture individuelle, sa principale vertu, c'est qu'elle est tout le temps là, tout le temps disponible. Très peu utilisée, mais tout le temps disponible. Donc c'est l'optionnalité qui est valorisée. Et pour la remplacer, il faut une multitude de services pour avoir des backups. Je fais du covoiturage domicile-travail. Si je ne trouve pas, j'ai accès à un service de taxi qui lui-même est poolé. Enfin, une fois qu'on aura une multitude de solutions très facilement accessibles grâce à la technologie, là, je pense que de plus en plus de gens se diront « j'ai pas besoin d'avoir cette voiture qui m'attend au cas où j'ai besoin de me déplacer ». Parce que c'est encore très très fort comme... Et vous n'avez pas réfléchi, peut-être qu'on pourrait faire un package Klaxit X Virtuo, finalement, un package je me débarrasse de ma voiture, et comme ça j'ai une solution et pour la semaine et pour le week-end. Et on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il me semble notamment que vous, je suis en entreprise, je vais avec quelqu'un le matin, et le soir, tout le monde est parti. Qu'est-ce qui se passe ? Effectivement, on a une garantie retour. Donc c'est exactement ce qui vient d'être dit. C'est comment je fais dans les cas très rares où en fait j'en ai besoin et elle est plus là parce que je suis venu le matin en covoiturage. Donc nous, on a développé ça avec la Maïf, qui est l'un de nos actionnaires. Donc si votre conducteur annule dans l'après-midi, vous en tant que passager, on va vous demander de regarder s'il y a d'autres personnes pour vous ramener. Mais s'il n'y a personne, on vous ramène chez vous gratuitement et sans avance de frais, en VTC, en taxi. Voilà. Et c'est assuré par la Maïf. Et ça dans toutes les collectivités où vous soyez ? Dans toutes les entreprises clientes et certaines collectivités. D'accord. Alors j'ai une autre question très pratico-pratique. Pour le covoiturage, qu'en est-il pour un covoiturage entre fumeurs et non-fumeurs ? Oui. Bah c'est un truc classique. Alors déjà, il y a quand même de moins en moins de gens qui fument en voiture, c'est vrai. Et ensuite, c'est sur l'application que vous allez pouvoir voir si vous allez vous entendre. C'est comme certaines femmes qui préfèrent covoiturer qu'avec des femmes. Bah ça, vous pouvez le voir sur l'application et du coup, vous sélectionnez tout simplement vos covoitureurs sur les profils qu'on vous propose. Donc comme ça, ou alors les gens avec qui on n'a pas envie le matin, on a envie de parler à personne, on peut sélectionner quelqu'un qui... Alors, sur le domicile-travail, c'est un peu différent. Ce qu'on nous remonte souvent, c'est que en fait, la chose se fait assez naturellement. C'est-à-dire qu'il y a des matins, il y a un peu d'ambiance dans la voiture, on a envie de parler, on réagit sur l'actualité, il se passe des choses. Puis il y a des matins, en fait, rien qu'avec le bonjour, on sait que, bon, non, on est tranquille, on va au boulot, et voilà, ou le soir, où on finit sa nuit le matin, voilà. Et ça change, en fait, l'ambiance change dans les voitures tous les jours. Parce que, encore une fois, c'est des équipages. C'est pas des gens que vous voyez une seule fois. Souvent, c'est vos collègues, ou des personnes d'entreprise voisines. Donc vous avez un affect un peu à la base avec eux, et puis derrière vous faites le trajet tous les jours avec eux, donc il y a différentes ambiances qui se créent avec les mêmes personnes. Ok. Moi, j'avais une question pour Julien. Pardon. Vas-y. Est-ce que vous avez mesuré, j'imagine que c'est le cas, le coût pour une collectivité locale du transport d'un passager entre le bus, qui est en général le cas plutôt en province, et Klaxit. C'est-à-dire pour leur montrer qu'ils ont intérêt, au moins sur certaines zones, j'imagine, à subventionner l'un plutôt que l'autre. Enfin, ouais. On va être en gros entre 2 et 4 euros par passager transporté sur une moyenne domicile-travail qui est entre 25 et 30 km, donc qui est quand même déjà un gros trajet parce qu'on parle de trajet périurbain. Et par rapport à du kilomètre voyageur bus, on est 2 à 10 fois moins cher. wow. Avec en plus un modèle au succès, parce que si nous on ne fait pas de covoiturage, la collectivité ne va pas payer, alors que c'est la principale problématique sur le bus, c'est que alors l'avantage c'est qu'il est garanti, parce qu'il passe à des horaires prédéfinis. Par contre le désavantage c'est que on le paye même s'il n'y a personne dedans. C'est ça. Voilà. Donc c'est un modèle hybride en fait qu'on cherche à trouver en complémentarité avec le transport en commun. Pour qu'il y ait des choses qui soient garanties par la collectivité, mais la masse du flux périurbain, économiquement, est impossible à financer par la collectivité via du transport en commun. Donc c'est faire de la garantie avec du transport en commun ou du transport à la demande et gérer la masse avec le covoiturage périurbain. Intéressant.
Christophe, j'ai une question pour toi Thibaut. Je pense que Christophe était peut-être pas là au début de la table ronde. Est-ce que ces voitures en partage sont-elles nettoyées et désinfectées systématiquement après leur usage? Alors ouais, nous on est un loueur de voitures professionnel, donc on gère notre propre flotte de voitures, c'est pas une location de voitures entre particuliers. Et donc oui, on nettoie et on désinfecte entre chaque location. Enfin, on vérifie l'état de fonctionnement, on nettoie, etc. Donc quand on loue une voiture chez Virtuo, elle est comme neuve. Comme neuve. Et d'ailleurs, on a des voitures qui sont une flotte relativement jeune. Hein. Nos voitures, elles ont en moyenne 20 000 km, comme ça, donc elles sont quasi neuves. Ouais. Et la propreté, justement, pour le covoiturage, que c'est pas un enjeu de temps en temps d'arriver le matin avec mon costume 3 pièces très propre et d'arriver dans une voiture un peu moins sale, un peu moins propre? Comment ça marche? En fait, c'est un peu la même réponse que tout à l'heure, c'est-à-dire les gens avec qui on va se mettre en covoiturage sont pas des gens qu'on va croiser comme ça par hasard sur un site de petites annonces. En fait, c'est des collègues avec qui même on va discuter un peu avant, soit via l'application, soit dans la vraie vie, parce qu'en fait, il y a beaucoup de mises en relation indirectes qui se font dans la vraie vie, dans l'entreprise, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui savent qu'ils habitent à peu près au même endroit, mais qui ne sont jamais mis à covoiturer parce qu'ils n'avaient pas d'intérêt économique à le faire. C'est-à-dire toujours le même truc de « je ne vais pas payer le carburant que je mettrais dans ma propre voiture à mon conducteur ». Mais là, avec l'incitation financière, en fait, y a des conducteurs qui se regardent et qui se disent « en fait, tu as vu le nouveau système, tout ça sera gratuit pour toi, moi je gagne mes 100 € par mois, peut-être qu'on peut essayer ». Et ça se fait en dehors même de l'application et du matching de l'application. Et donc, en fait, tu sais globalement avec quel type de personne tu vas covoiturer. Et du coup, on est un peu sur un covoiturage professionnel. Alors, c'est entre particuliers, donc j'aime pas le terme professionnel, mais c'est un covoiturage pour aller au boulot. Et donc, c'est très différent de, effectivement, sur la longue distance, où des fois, tu ramènes des jeunes qui, la veille, ont fait la fête, ils s'endorment dans la voiture. Enfin, on n'est pas du tout là-dessus. On est sur des actifs qui vont travailler ensemble. Et justement, je me disais, ce que vous faites, vous, c'est de la mise en relation. Et dans certains systèmes de covoiturage, je sais que, il me semble que Waze avait essayé ça en Israël, et donc ils mettaient les gens en relation. Mais après, une fois que les gens étaient en relation, ils n'avaient plus besoin de Waze. Donc ils ne passaient plus par l'application. Est-ce que vous, finalement, les gens qui utilisent, ils restent dans Klaxit, ou vous avez parfois des gens qui se disent, finalement, je suis toujours avec les mêmes personnes, comment ça marche? Parce que s'ils le font entre eux, ils n'ont plus l'incitation. Exactement. Et en fait, pourquoi ils restent? Ils restent parce que sans l'incitation, ils s'arrêtent de covoiturer. On avait fait le test en Île-de-France. À un moment, les opérateurs étaient plus d'accord avec Île-de-France Mobilité, et donc on n'a pas signé le contrat, et donc les gens étaient plus subventionnés. Voilà. Tous les opérateurs l'ont fait. À partir du moment où on a arrêté la subvention, moins 95% de volume. Ah. Donc tout le monde arrête. Alors là, on pourrait se dire, tiens, en fait, est-ce qu'ils arrêtent, est-ce qu'ils passent plus par l'application, mais en fait, ils continuent à covoiturer ou pas? On a fait le sondage, il y en a 25% qui continuent, mais 75% qui ont arrêté. Et quand on leur demande pourquoi, j'ai plus d'intérêt économique à le faire. J'ai repris ma voiture. D'accord, mais alors justement, je reviens à la question de tout à l'heure. Et les 25% qui ont continué, c'est qui? C'est des gens qui alternent. Un coup c'est ma voiture, un coup c'est ta voiture, et donc là, en fait, ça s'équilibre tout seul. Et parce qu'en fait, dans l'absolu, il y aurait quand même un intérêt, même sans subvention, puisque le coût de la voiture, c'est pas seulement le carburant, il y a aussi quand même l'amortissement du véhicule, et si on l'utilise moins, il sera quand même plus neuf à la revente, et théoriquement la valeur de revente sera plus élevée. Alors c'est un calcul qui est un peu plus lointain peut-être, oui, au quotidien, au matin, au petit matin, est-ce que je prends ma voiture ou pas? Mais c'est exactement la problématique. Nous, pendant des années, on s'est dit, mais attends, 5 à 6 000 € par an, elle coûte la voiture, donc forcément le partage de frais, ça va fonctionner. Et en fait, ce qu'on avait complètement sous-estimé, c'est le coût ressenti de la voiture. Et le coût ressenti de la voiture, c'est uniquement le carburant. C'est incroyable. Et donc, en effet, les gens font pas leur calcul de professionnels comme nous, on peut le faire, ne voient que passer le coût de carburant. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'au départ, ils ne se débarrassent pas de tous les coûts. Parce que avant qu'ils soient dans un usage hyper régulier du covoiturage et qu'ils aient plein d'autres solutions pour le week-end, ils gardent la voiture. Donc la dépréciation, le prêt, l'assurance, ils la gardent, quoi. Donc au final, si tu ne te débarrasses pas de la voiture, le vrai coût dont tu te débarrasses, c'est quand même uniquement le carburant.
et un peu l'entretien. Donc aujourd'hui, si on fait les calculs, on va économiser pas mal d'argent parce qu'on payait 5 000 € pour sa voiture tous les ans. Donc si on habite en ville, 5 000 €, on les enlève. Et il nous reste combien? On a dit, on se fait 250 € par week-end. Nous, le coût de voiture global hors carburant dans les grandes métropoles européennes, c'est 7 500 €. 7 500. Parce qu'il y a le parking qui est super cher. Donc si je passe chez Virtuo, je peux diviser ça par 2, presque par 3. Sans doute, ouais. Et puis c'est de l'argent qui est, bref, chacun le dépense où il veut, mais souvent c'est un budget qui est transféré à d'autres usages de mobilité aussi. Parce que c'est presque 500 € par mois d'économiser quand même, c'est pas rien, significatif. Et donc sinon, quand j'habite pas dans Paris pour le coup, et que là j'ai des trajets, parce que c'est pertinent, est-ce que vous savez à peu près à partir de combien de kilomètres, est-ce qu'il y a une taille de trajet en dessous de 10 km? Alors déjà les gens peut-être, s'ils avaient des pistes cyclables, ils pourraient le faire en vélo. Mais est-ce qu'il y a, justement, nos clients, c'est des gens qui ont à partir de 20 km, c'est quoi la typologie? La moyenne, elle est à 25. 25 km, c'est la moyenne française. Ouais. Plus ou moins. Oui, tout opérateur. On a des questions sur la voiture électrique. Alors, Frédéric, que penses-tu des objectifs de l'Union européenne s'agissant de la voiture électrique? Alors, on les rappelle, ces objectifs, c'est 100% de voitures neuves électriques en 2035. Oui. Moi, je pense que c'est un peu tard, mais étant donné ce qu'on a dit en termes de durée des véhicules, enfin de délai de remplacement des véhicules, c'est difficile de faire plus tôt que ça. Mais dans l'absolu, on pourrait tous passer à l'électrique aujourd'hui. Les freins, ils sont essentiellement dans la tête. Donc, bon, il y a aussi des bornes à rajouter sur pas mal d'endroits, notamment les espaces, les autoroutes encore, mais discutais encore hier avec un grand pétrolier qui nous disait que sur toutes ces stations en France, d'ici la fin d'année, elles auront des bornes de recharge rapide à haute puissance. Combien? Donc 4, 6, 8? Alors combien ils vont en ajouter progressivement sur chaque à mesure de la demande, mais moi j'ai fait des trajets longue distance, j'ai jamais fait la queue derrière une autre voiture. C'est que effectivement peut-être le week-end de la Toussaint ou de l'Ascension. Voilà, peut-être le 1er août, elles vont commencer à être... Mais même, j'ai regardé le 1er août, il y a encore des bornes libres largement, donc c'est complètement... on sous-estime la recharge à domicile qui est énorme, quand même, qui change complètement l'équation versus le carburant. Je crois que c'est presque 90%, non, à domicile, en termes de... les 70, mais je pense que... Les occasions de recharge sont, oui, à 80-90% à domicile. Domicile ou travail, quoi. Oui, c'est à peu près 70% en fait domicile, 20% travail et 10% voie publique. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais tu travailles avec des constructeurs aussi, des constructeurs automobiles? Oui, voilà, on est partenaire, The Plug est partenaire de 20 marques automobiles aujourd'hui. C'est difficile de toutes les citer, mais toutes les marques du groupe Volkswagen. C'est plus facile de citer les marques avec qui tu ne travailles pas, finalement? Oui, c'est ça. Il y en a 2, en fait. D'accord. Et on a des questions sur l'empreinte carbone de la batterie. Qui peut parler de l'empreinte carbone de la batterie des voitures électriques? Toi, c'est pas pour toi. J'aurais pu peut-être en parler un petit peu, ouais. C'est toi, on t'écoute. On a pas mal de... Ben non, mais l'empreinte carbone de la batterie, oui. C'est vrai que pour être rapide, aujourd'hui, 80% des batteries sont fabriquées en Chine. On subventionne la fabrication en Chine, j'avais fait le calcul, 300 millions d'euros en 2020 pour financer l'industrie de fabrication des batteries en Chine, en Pologne, au charbon et au gaz. Et donc, dans la note que j'ai écrite l'an dernier, mais qui ne sera jamais publiée, puisque j'ai arrêté de travailler avec France Stratégie, je proposais de conditionner les aides à l'achat à l'empreinte carbone de la batterie, ce qui est une version OMC compatible de ce qu'a mis en place Joe Biden cet été, qui est, je donne des subventions aux voitures fabriquées aux États-Unis. Point final. Donc oui, c'est important. Ah ben j'ai perdu mon micro. C'est important de faire attention à ça parce que je rappelle que 40% de l'électricité au niveau mondial vient du charbon et qu'avec ce qui se passe en ce moment sur le gaz, la nouvelle transition écologique en Europe, c'est de remplacer le gaz russe qui vient par tuyau avant qu'il se fasse attaquer par les Martiens, par du gaz de schiste américain qui met beaucoup de méthane lors de sa fabrication et aussi de son transport, beaucoup de fuites, et par du charbon, puisque beaucoup de pays ont ce charbon. Donc c'est un sujet très important et la voiture électrique sera d'autant plus pertinente que l'électricité décarbonée, mais quoi qu'il en soit, en France, avec l'électricité 90% décarbonée, avec du nucléaire et de l'hydraulique, qu'on oublie souvent, mais avant d'être champion nucléaire, on était champion du monde de l'hydraulique, vous allez faire des économies de CO2 avec votre voiture électrique, bien évidemment si elle est petite,
si elle est remplie. Et puis surtout, parfois, si vous n'en avez pas besoin, si vous la prenez que le week-end. En tout état de cause, on peut décarboner la fabrication d'électricité, on ne peut pas décarboner la fabrication d'essence ou de diesel, si je ne m'abuse, donc ça reste. Merci, j'allais le dire. Effectivement, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, on a entendu beaucoup de choses sur la voiture électrique, et en général, on n'entendait pas les mêmes interrogations sur les moteurs thermiques, etc. C'est intéressant, le graphe que vous montriez aussi en début de table ronde, où on disait, oui, effectivement, les batteries risquent, je crois que c'était il y avait un histogramme, voilà celui-là, sur le solde commercial, on disait, oui, quid, on peut revenir à cette question d'ailleurs du début, quid du solde commercial le jour où les batteries vont être fabriquées, mettons, en Chine. Mais on oublie que l'essentiel en fait du coût du coût sur la durée de vie d'un véhicule thermique, c'est tout ce carburant qui est importé et pas fabriqué en France. Hein. Et là, pour le coup, sur la balance commerciale, ça ne choque personne. Alors que quand on va passer à l'électrique, ça sera du carburant, entre guillemets, de l'énergie qui sera fabriquée en France. Alors peut-être que la batterie, on espère quand même le plus possible qu'elle sera faite en France. Et il y a des projets, très beaux projets d'ailleurs, on peut les citer, les Vercors, etc., qui sont Envision, en France. Voilà. Mais même sans ça, même aujourd'hui avec des batteries fabriquées en Chine, sur l'ensemble du cycle de vie de la voiture, ça reste positif en termes même de solde commercial. En termes de CO2, alors solde commercial, moi j'avais fait le calcul quand j'étais à France Stratégie. Là, on voit effectivement l'impact de tout ce qui est pétrole. Grosso modo, si on achetait la voiture en Chine ou pas en France, et la batterie pas en France, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller en Chine, hein. Il suffit d'aller en Slovaquie, je rappelle, qui est le pays où la Peugeot 208 électrique de M. Bruno Le Maire a été produite et assemblée. Et bien là, en fait, on a un impact limité. Et donc c'est vraiment important, non seulement de faire venir l'assemblage de ces cellules de batterie, c'est ça ces projets-là, mais aussi la fabrication des cellules, on en parle peu, parce que même si on assemble les cellules, elles peuvent être fabriquées encore en Chine, et continuer même à remonter la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'après, il y a la fabrication des poudres qui rentrent dans la fabrication des cellules, et on remonte encore d'un cran, et là, c'est même le raffinage des métaux, parce que récemment, on a eu Madame Ursula von der Leyen qui s'est rendu compte qu'il y avait des métaux, a priori, dans les batteries de voitures électriques, et qui s'est dit, ce serait bien, comme on a des stocks stratégiques de pétrole, on va faire des stocks stratégiques de métaux. Mais si le raffinage, il est fait en Chine, comme c'est le cas actuellement à 80%, on peut avoir le stock de métaux chez nous, mais il faudra quand même les envoyer en Chine pour les faire raffiner. Donc c'est un sujet important au niveau de l'Union européenne, le sujet de la souveraineté. C'est un sujet qui était devenu à la mode un peu avec le Covid, parce qu'on s'est rendu compte que on n'a pas de masque, ce serait bien de les faire chez nous. Et puis là, on se rend compte qu'effectivement, sur l'énergie, on dépend aussi des autres. Alors, on dépendait beaucoup de la Russie. Maintenant, on va dépendre un peu plus des Américains. Donc, on espère qu'on restera amis avec eux encore très longtemps. Mais c'est vrai que malheureusement, en Europe, on n'a pas beaucoup de métaux, on n'a pas beaucoup d'énergie. Et finalement, l'énergie du futur, c'est un peu celle qu'on ne consomme pas. Et justement, si on essaie de se dire, avec toutes les solutions qu'on a, combien on peut atteindre en 2030 ? C'est quoi la baisse de la consommation d'énergie ? C'est quoi la baisse des émissions de CO2 ? Qu'est-ce qu'on a en tête ? Donc si on dit qu'on fait du covoiturage à 30%, on baisse de combien alors ? J'ai pas le chiffre en tête, mais clairement, il y a énormément de sobriété à gagner sur l'usage de la voiture en la remplissant et en l'utilisant plus fréquemment, parce que c'est massif. Fréquemment ou moins fréquemment ? Alors, ça dépend de quelle voiture, un objet partagé entre plus de monde, ce qui fait que cet objet est plus rentabilisé. Okay. Ah oui, non, après, si tu te déplaces toute la journée, là, ça va pas faire de la sobriété. Mais il y a 18 millions d'actifs qui vont travailler tous les jours en voiture. Aller-retour. Sur une moyenne kilométrique de entre 20 et 30 km. C'est énorme, c'est absolument énorme. À 12% des émissions de CO2, je crois. Le 12%, oui, bien sûr. D'où les fils aux stations-service. Ouais. D'où les fils, oui, effectivement. Et il faut, je pense qu'au-delà de... il y a besoin d'un signal prix, il y a besoin en effet que... il y a la subvention de l'incitation au partage. Et après, je pense qu'il y a aussi un narratif politique à donner sur ces questions de sobriété.
Parce que si c'est la seule ambition des gens de dire bon bah on va partager parce qu'en fait on n'a pas le choix mais on préférait être tout seul, ça va pas se faire de manière très heureuse quoi. Donc de toute façon, ça va se faire par le prix et l'incitation, mais je trouve aussi qu'il y a une histoire à raconter autour de ça, pour une manière de vivre ensemble qui est un peu plus heureuse que faire 2 heures matin et soir dans les bouchons ou être tout seul tous les jours en télétravail. Et ce truc de 2 heures, 4 heures par jour dans les bouchons, ça existe dans certaines villes du monde. Hein. Donc c'est pas un scénario qui n'est pas improbable. Aux États-Unis, par exemple, c'est une des raisons pour lesquelles les gens se mettent à nouveau à habiter davantage en centre-ville, c'est que ce qu'ils appellent les commutes, les trajets pendulaires qui durent 2 heures, c'est très courant maintenant parce que les villes sont de plus en plus grandes, de plus en plus étalées du fait que on a voulu habiter dans des banlieues pavillonnaires et il y a de plus en plus de véhicules, de population et c'est un vrai problème. Donc toi, 30%, donc ça fait 15% de réduction, si je ne dis pas de bêtises, on divise par 2, donc c'est déjà pas mal. Nous, on parlait de 7 500 €, donc là, pour le coup, on divisait presque par 2, par 3. Après, à ton avis, sur le taux de motorisation, je ne sais pas, on est quoi, à peu près 600, c'est quoi, 600 pour 1000 habitants en France, grosso modo ? Comment est-ce qu'on peut arriver à démotoriser, jusqu'où on peut arriver à démotoriser ? Donc dans les ménages, enfin si on regarde en ménage, en France c'est beaucoup plus que ça, hein, c'est 87% il me semble. 87 ? Après ça baisse, à Paris c'est 35%. Mais vous, c'est démotoriser d'abord les métropoles et les villes ? Ouais, on peut, enfin, comme tu décris, il y a des tas de scénarios où on ne peut pas se passer de sa voiture, qu'on soit clair. Aujourd'hui on a construit, il ne faut pas oublier que la voiture on tape dessus, mais on a atteint ce niveau de développement économique et de richesse aussi grâce à la voiture qui a fluidifié de manière formidable tous les déplacements. Donc, et qui a aussi allongé les distances. Qui a aussi allongé. Mais bon, l'économie, ça reste la connexion des personnes et sans la voiture, ça serait vachement plus compliqué. Nous, une fois de plus, on travaille sur les zones densément peuplées. Donc ce sont des lieux où on peut avoir des taux de motorisation plus faibles. Et aujourd'hui, Paris intramuros, c'est 35%, mais si on prend la petite couronne, on monte plus à 55%, et moi je pense qu'on peut diminuer de 20 points. Parce qu'il y a toutes ces voitures qui ne servent à rien, qui sont inactives, qui se déprécient. C'est tout. C'est une espèce de legacy du passé et de l'impression de se dire que j'en ai besoin, on ne sait jamais, etc. Et les mentalités changent. Donc. Est-ce que, j'ai une question sur la voiture autonome de Thomas, est-ce que finalement la voiture électrique autonome, est-ce que ce serait pas pire ? Parce que est-ce qu'on n'aurait pas finalement, au lieu d'avoir des voitures avec 1,06 personnes par voiture, des voitures avec 0 personnes par voiture ? Et là, on va parler un petit peu de quelque chose dont on n'a pas parlé, qui est le fameux effet rebond, qui fait que, et on l'a beaucoup vu avec Uber, quand vous avez un service meilleur au même prix, ben vous allez l'utiliser beaucoup plus. Finalement, la voiture autonome, le but c'est de mettre le chauffeur à la NPE, donc diviser par 3 le coût d'exploitation. Est-ce que la voiture autonome, elle a une place dans la mobilité de 2030, Thibaut ? Alors moi, déjà, je pense que quand on parle de voiture autonome, il y a 2 chemins différents. Il y a le robotaxi, et c'est ce dont tu parles, c'est ce sur quoi bosse Waymo, Uber, même s'ils ont un peu arrêté, repris, et pas mal d'acteurs en Chine. Donc là, le taxi autonome sans chauffeur, avec des technologies quand même beaucoup basées sur la cartographie. La puissance de calcul nécessaire pour découvrir en permanence un nouvel environnement, c'est quasiment impossible. Donc c'est plutôt une technologie où il y a une cartographie 3D très précise et je vérifie que je suis au bon endroit en permanence. Donc ça veut dire que ça sera défini dans des zones où ça fait du sens précis, où ça fait du sens économique. Donc des villes denses, et sans doute que la place de l'Étoile, franchement, ça sera peut-être jamais résolu comme problème. Donc je pense des villes denses, et aussi des nouvelles villes. Dans les villes européennes, on a encore un peu de boulot. Donc ça, c'est le premier cas d'usage, avec les questions que ça pose effectivement d'effets rebonds. Est-ce que ça ne va pas créer encore plus d'embouteillages ? Parce que pour moi, justement, le cas d'usage, c'était plutôt dans les milieux ruraux, peu denses, où les gens qui n'ont pas accès au transport en commun, les gens qui ne peuvent plus conduire, qui peuvent plus se déplacer. En fait. Alors là, dans ce cas-là, c'est subventionné, on refait le lien avec Klaxit, et c'est peut-être des transports publics plus intelligents. Mais moi, je ne pense pas que ce sera des usages énormes. Pardon, il y a le robotaxi, c'est une chose, avec toutes les questions que ça pose, et après, l'autre axe, c'est la voiture qui est déjà autonome, et c'est le chemin qui existe depuis le cruise control qui est né en 1975, avec le footless d'abord, puis handless, eyesless, donc je ne regarde plus, et puis on dit mindless, c'est le dernier niveau. Faire la sieste, c'est ça, hein ? Oui, faire la sieste sur l'autoroute. Et celui-là, je pense que
il va potentiellement réduire le nombre d'accidents, rendre des trajets en voiture plus confortables, récupérer du temps actif. Et ça ne va pas changer fondamentalement. Là, on parle de déplacements longs hors de la ville, donc ça ne va pas changer fondamentalement les sujets de congestion qui existent déjà. On approche de la fin de cette table ronde, c'était passionnant. Alors, je vais vous poser une question. Je vais vous laisser un peu le temps de réfléchir, sauf pour le premier. Si aujourd'hui, pour 2030, on essaie d'aller vers une mobilité plus sobre, si vous aviez une recommandation, un souhait, ou si vous étiez peut-être, je ne sais pas, ministre des Transports, quelle est la mesure dans ce qui vous concerne, donc Julien, le covoiturage, la voiture à demande, quelle est la mesure, à votre avis, qui ferait accélérer et permettre d'y arriver plus rapidement et que vous proposeriez à Elisabeth Borne? C'est flécher des financements sur les changements d'usage. Aujourd'hui, les financements de l'adaptation au prix haut de l'énergie, c'est des milliards sur remplacer les véhicules thermiques par des véhicules électriques et des milliards sur subventionner le carburant. Des milliards. Sur le covoiturage, s'il y a eu quelques millions, c'est beau, quoi. Donc en fait, on ne peut pas espérer changer une habitude aussi ancrée que ça et faire de la France, qui est déjà un beau pays de covoiturage sur la courte distance, mais le faire sur le quotidien, qui est vraiment le gros point dur. On ne sera pas un pays de covoiturage quotidien si on n'y met pas un peu les moyens. Et ce qu'il faut voir, c'est que c'est un investissement dans l'avenir de faire changer les habitudes des gens sur la mobilité quotidienne. Donc il faut... Le mindset d'aujourd'hui, c'est non, les gens vont un peu le faire tout seuls parce que c'est logique, quoi. Non, les voitures thermiques se transforment pas en électrique par magie, mais les gens changent pas d'habitude non plus par magie. Donc en gros, si je résume, au lieu de donner 30 centimes sur le prix du plein, on donne 15 centimes sur le prix du plein et 15 centimes pour faire du covoiturage. Exactement. Ok. Thibaut, un coup de baguette magique. On interdit la voiture dans Paris ? Qui arrivera dans 2030 de toute façon. Oui, sans aller jusque-là, je pense à toutes les grandes villes, et pas en particulier en France, métropole, mais il y a encore trop d'avantages. Enfin, c'est encore trop facile de posséder une voiture. Faut continuer. Ça coûte pas assez cher de se garer dans la rue ? Par exemple, c'est un bon exemple, mais aujourd'hui, le stationnement résidentiel à Paris, il est vraiment pas assez cher par rapport à l'espace qu'on prend dans une des villes les plus chères du monde. Donc, moi, c'est un cadeau qu'on fait tous aux gens qui ont des voitures. J'avais proposé d'augmenter ce prix, je vais me faire beaucoup de copains, à 200 € par mois, sauf si la voiture est disponible sur une plateforme d'autopartage. Et ça pourrait permettre, par exemple, d'encourager ce genre de choses. C'est pas une mesure populaire, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a 50% de l'espace à Paris qui est dédié à la voiture, quand on y pense, hein, même dans une ville aussi dense, aussi vieille que Paris, entre les routes et les stationnements. Ça coûte une fortune, on pourrait faire des tas de choses à la place, et aujourd'hui, ça coûte 10 € par semaine, donc 15 € par semaine. Moi, j'avais fait le calcul, je crois que c'était 10 €, et ça coûte, en termes d'emplacement, si on compare au loyer de nos appartements, etc., c'est ridicule, effectivement, c'est ridicule. Moi et toi, Frédéric, à part peut-être construire un nouveau parc de centrales nucléaires Alors déjà là-dessus, on sait que globalement, même s'il y a des tensions cet hiver, on aura suffisamment de puissance électrique pour absorber la transition du parc vers l'électrique. Il y a eu une étude de RTE très bien faite là-dessus. Il y aura des investissements quand même à faire, mais on a le temps de les faire. Et voilà. Je crois que le seul problème, c'est éventuellement le trajet pour partir en vacances à Noël, s'il fait un petit peu froid et qu'on est tous en même temps. Il y aura des moments de tension un peu. Mais pour revenir, moi je rejoins ce que dit Julien, c'est qu'on ne va pas pouvoir faire la transition des comportements et la transition vers un monde plus sobre sans obligation. C'est-à-dire que sinon, nos voitures thermiques, elles ne seraient pas catalysées aujourd'hui. Voilà, si on n'était pas obligé, on ne rajouterait pas un catalyseur qui coûte cher, etc. Donc il va falloir obliger, et je crois beaucoup aux incitations non financières. Les bonus-malus, c'est bien aussi quand ils sont équilibrés,
Mais sinon, tout ce qui est subvention, pour un État qui est quand même fortement endetté, ça pose problème. En revanche, tout ce qui est incitation non financière, si on regarde par exemple, encore une fois, aux États-Unis, en Californie, moi j'ai des connaissances là-bas, ils ont une voiture électrique parce que pour passer les ponts le matin pour aller à San Francisco, eh ben, il y a une file qui est réservée au covoiturage et à l'électrique, et là on se rejoint je pense, donc pour les usages vertueux, qui est la seule qui avance en fait. Anne Hidalgo l'avait promis en 2000, sa première campagne, voie de bus pour les voitures électriques. Moi j'avais acheté une Smart électrique à l'époque, dans cet espoir-là malheureusement. Ça n'a jamais marché. C'est intéressant parce que je crois que c'était le cas aussi en Norvège, où effectivement en Norvège on pouvait avoir accès aux voies de bus. C'est comme ça que la Norvège est passée à 80% de véhicules entre autres, parce qu'il y a eu d'autres incitations aussi, mais sauf qu'après les voies de bus ont été embouteillées aux heures de pointe, et donc ils ont ajouté une condition, et ils ont dit maintenant c'est électrique plus covoiturage, pour pouvoir accéder aux voies de bus. Ce qui est vertueux. Donc pouvoir donner des avantages, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé Julien, c'est des choses qui existent depuis 50 ans aux États-Unis, les voies de covoiturage. À Paris, il y a des projets qui ont été mis en place, mais quand est-ce qu'on a ces voies de covoiturage sur les voies qui arrivent? J'ai l'impression qu'il y a des voies électriques en construction. Moi, j'ai vu sur l'A15 des panneaux qui sont cachés où on voit juste dépasser un signe électrique. Là, j'ai l'impression qu'il y a des expérimentations. Il y a quelque chose qui se fait. Oui, mais on l'a vu. Électrique, c'est bien, mais il faut surtout que cette voiture soit remplie. Ouais, mais je pense que c'est le double. Ça doit être le double. Il y a des choses qui parce qu'effectivement, pour changer les comportements, il y a le signal prix, il y a le signal temps. Et sur le domicile travail, le signal temps, c'est effectivement la voie réservée. Le problème, c'est comment on généralise ces voies réservées un peu partout en France. Aujourd'hui, dans toutes les conférences de la mobilité, on parle de 3 expérimentations qui existent depuis 5 ans. Il ne se passe rien. Les voies réservées, tout le monde est pour, et dès qu'il y a un projet, boum, c'est arrêté. Voilà. Valérie Pécresse en Ile-de-France, par exemple, juste avant l'élection régionale, mais le gouvernement qui dit que c'est bien de faire une voie réservée sur, je crois que c'était, c'est une autoroute du Nord, je crois que c'est l'A1. Voilà. Les maires des petites communes, non, ça va, en pleine campagne régionale, ça va faire des bouchons et tout en pleine campagne régionale. Non, en fait, on annule tout. Et pourtant, c'était son projet à la base. Et ça se passe un peu comme ça partout. Et donc moi, les voies réservées, j'ai un peu arrêté de me battre. Il y a même des financements qui ont été votés dans la loi climat et résilience. Il y a 50 millions qui s'ajoutent aux 50 qui avaient déjà été votés. Je ne sais pas où vont ces millions, en tout cas pas pour faire des voies réservées. C'est dommage parce qu'on avait des très beaux portiques qui nous auraient permis de vérifier si les voitures étaient remplies, de les utiliser. Pour l'instant, c'est quoi? C'était 800 millions, c'est ça? Et on les laisse en place, c'est de la décoration, quoi, c'est ça. Ouais. Bon, en tout cas, merci à tous les trois. Merci Frédéric, merci Thibaut, merci Julien. J'espère que ça vous a intéressé. Moi, j'ai trouvé ça passionnant, en tout cas. Merci à tous. Et voilà, vous avez désormais les clés pour, faire des économies et contribuer à faire une mobilité plus sobre. Merci beaucoup.